Salut à tous, voici un nouveau numéro de Cinéma In spécial et pour le coup je ne suis pas encore tout seul et tant mieux. Alors, présentation, il y a Fantomas déguisé en sapin de Noël. Mon Dieu, enlève ton masque. Enlève ton masque. Et non, en fait, c'est moi. C'est lui. Voilà, C'est et vous n'aurez pas mon prénom, ça vous apprendra Alors, la vie. donc pour ceux qui suivent Cinéma In depuis le tout début, donc c'est mes deux compères, c'est avec ces deux-là qu'on a commencé à faire cette émission-là. Non. Voilà, on est à paire de cons. Oh là là. Surtout. Alors, Aurel, Salut, moi c'est Aurel et je suis content d'être là. Richard, J'ai dit qu'il était gros, il avait décidé de l'être. Salut. Moi c'est Richard, et lui c'est Aurel. Voilà, Lui, c'est je le Richard. redis, et lui c'est Aurel. On peut faire ça pendant 2 heures, ok. non. Et Kevin qui revient. Oh Qui putain, revient avec peur, nous hein. pour je regarde jamais à droite. présenter donc cette émission. Et l'émission en fait d'aujourd'hui, ça va parler d'un grand monsieur du cinéma américain qui a un documentaire Netflix qui lui est consacré. Et ce monsieur, c'est Sylvester. Schwarzenegger. Non, l'autre. Pardon, parce que les deux ont aussi... Ouais. Bah il y a aussi un truc sur Netflix, c'est pas ma Un faute. excellent documentaire que je vous conseille sur Schwarzenegger qui est super intéressant. Et donc c'est l'autre, donc c'est Sylvester Stallone. Another hot day in the city. Sweat pouring down, no, it ain't too pretty. Mais avant de passer à Monsieur Stallone, ces deux messieurs font un spectacle d'improvisation parce que ce sont des improvisateurs qui lient l'improvisation théâtrale et le cinéma. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, parce qu'en fait, Qu'est-ce que cette c'est émission est sponsorisée par Action, l'improvisation comme au cinéma, ou l'audio cinématico-improvisé. Ouais, enfin, moi j'ai pas donné d'argent pour... Moi non plus. Ouais. Parce qu'en fait, ce mec-là, il participe aussi, mais Oui, il oui, veut oui. pas le dire. En fait. Donc c'est de l'auto-sponsoring, Ouais, mais fait par d'autres. mais pas fait par nous. Je suis déjà fatigué. On a commencé il y a 30 secondes. Monsieur Tamion. Pardon. Le principe, c'est quoi? C'est deux improvisateurs, un réalisateur, 1 heure pour faire un film. Sur les suggestions du public. Avec plusieurs genres de films en plus, parce que l'improvisation, au fur et à mesure qu'elle se déroule, va changer de genre, et c'est des genres qui sont tirés au sort au début par le public. Et on a une variante là-dessus qu'on a baptisée Séance de minuit, j'adore ce titre, où on tire moins de genres, mais en fait, du coup, on les superpose au lieu de les enchaîner comme ça, comme des sortes de lasagnes. Calme-toi, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3, arrête. Oui, mais j'aime bien le bruit, ça me rappelle un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. Wes Tu Anderson. sais que je vais couper ce genre de truc. Si tu veux. Et donc Wes Anderson avec des films de kung-fu, ça fonctionne. Ouais. C'est dur à voir, mais ça fonctionne. Et, Camoulox. Oui, Camoulox, Ah, voilà, Camoulox. On aurait pu l'appeler Camoulox, mais je crois que c'est pris. Et donc, quelles sont les prochaines dates de ce spectacle? Je sais que le spectacle va voyager en Belgique, à Incroyable. Bruxelles. À Bruxelles, c'est le 8, le 9 et le 10 décembre. Donc au théâtre à l'improviste. Chaque séance démarre à 19h ou 19h30 selon le jour, parce que voilà, c'est tout. Et vous pouvez vous reporter au site de l'improviste, au Facebook de l'improviste, ou bien notre Facebook. Qui Action. s'appelle l'improviste, dans leur Facebook, ils ont pas... L'improviste Bruxelles, faut préciser. Voilà. Parce que sinon, vous tombez que sur des bars, certes sympas, mais qui font pas d'impro. Et votre Facebook, c'est quoi du coup? Alors c'est Action, le duo cinématico-improvisé. Tapez juste Action avec le duo, vous allez trouver De normalement. toute façon, je mettrai le lien de la page Voilà. en bas. Donc, Il est parfait. Il n'y a pas de souci. Donc, merci pour la présentation de ce magnifique spectacle. Je dis magnifique parce que certes, je joue dedans. Enfin, je suis. Il sera là. Je serai là. Surtout à Bruxelles. Au moins à Bruxelles. Bruxelles. Voilà. On je lance pas serai le là. X. Sinon ça n'y pêche, ils vont pas être contents. Donc, je serai là, ouais. Et c'est un magnifique spectacle et c'est super cool de vous voir jouer. Et donc, je vous invite vraiment à découvrir ce spectacle Action. Si vous aimez le cinéma et l'improvisation, bah, vous allez être servi. Ou si vous aimez que l'un des deux, ça vous fera découvrir l'autre. Aussi. Ouais. Oh, Oh, faut le placer, ça. Oh. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, dans cette émission, on va célébrer ou rendre hommage, un peu des deux, donc à un acteur, réalisateur, scénariste, producteur. Ah, j'allais dire producteur. Et il dit Ouais, producteur. Chanteur, à ses heures perdues. Ouais. Même si son frère chante mieux. Ouais, son frère chante mieux.
Donc c'est Sylvester Stallone. On fait une émission sur Stallone, mais on parle ni de Rocky, ni de Rambo. Oh non, c'était Trop compliqué. Trop facile. Non, je trouve ça Oui, trop c'est facile. Et en plus, ça enferme Stallone dans ces deux rôles iconiques, effectivement. Mais il n'a pas fait que ça, et heureusement. Il a aussi fait Rocky 2, Rambo 2. Je crois que j'ai pas compris le principe du truc. Mais avant qu'on commence, pour vous, Stallone, ça représente quoi? Moi, ça représente la guerre au cinéma du héros réganien, mais tu sais, dans le même sens que tu avais la guerre Nintendo-Sega à une époque, par rapport à Mario Sonic. En fait, tu fais, bah, ça, c'est notre équivalent au cinéma. La guerre entre Schwarzenegger et Stallone, qui est très drôle à voir, oui, bah, rétrospectivement, parce qu'on l'a pas vécu. Et puis même en fait oui c'est ça, c'est aussi du coup le fait de te dire alors les deux sont des héros musclés mais ils n'ont pas la même manière d'être des héros musclés selon les films, selon quand tu les compares les deux de toute façon. Donc c'est drôle à voir. Et puis oui, du fait qu'il y en a un des deux qui est aussi scénariste, aussi réalisateur. Schwarzenegger, je crois qu'il a jamais rien réalisé de sa vie. Si, un épisode de Les Contes de la Crypte. Ouais, Et il a aussi produit, parce qu'il a notamment produit La Station Hero. Oui, non mais ça Mais producteur, ça c'est il a réalisé normal. un épisode des Contes de la Crypte. Mais est-ce qu'il a réalisé avec lui dedans? Non. Tu vois, c'est ça, c'est que en vrai, j'ai l'impression que Stallone avait, enfin en tout cas, essayé d'avoir plus la main mise artistiquement sur sa propre carrière, alors que Schwarzenegger, il y avait plus une espèce de combat de je connais mon image, je vais vous laisser l'utiliser comme j'ai envie. Mais tu sais, il laissait forcément d'autres gens le faire. Oui, et puis sans compter aussi, c'est que Schwarzy, en fait, savait... Stallone, c'est un artiste pour moi, contrairement à Schwarzy. Schwarzy, c'est un homme d'affaires. Oui. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent et qui s'est dit, je veux faire du cinéma, oui, mais je vais m'entourer de gens talentueux autour de moi. Parce que le mec, il a quand même tourné pour James Cameron, il a tourné pour John McTiernan. Enfin, c'est pas n'importe qui, en fait. Ouais. Et Stallone, c'est plus un homme d'artiste. Ce que The Rock n'arrive pas à faire, par exemple. Totalement. Bah, c'est-à-dire que The Rock, il a son image, et en fait, il n'a pas l'intelligence de dire je vais prendre des gens talentueux pour l'utiliser. C'est les réalisateurs avec lesquels il bosse, c'est surtout des gros yes men un peu nuls, enfin qui savent faire le café, mais pas au-delà. Alors qu'effectivement, Schwarzenegger, voilà, quand il a fallu vraiment démarrer, bah, il a eu la chance d'avoir Cameron, et Cameron, plus il le prenait, plus il a fait le joujou avec son image. Il a su se dire McTiernan, il y a un truc intéressant. Bah oui, avec Predator, il y a un truc intéressant. Il y a aussi Milius juste avant pour Conan. Milius, ouais. voilà, pour Conan. Tu parlais du fait que Schwarzy il connaissait son image, tandis que Stallone il avait vraiment tendance à vouloir contrôler son image. Ça, on verra, on en discutera, mais on verra que ça lui a aussi porté préjudice à certains moments. Ouais. Et toi, Aurel, Stallone, ça représente quoi? Alors, Stallone, assez bizarrement, ça représente pas du tout ma jeunesse au cinéma. Héritier Coluchet. Moi, je suis plutôt... En fait, moi, quand j'ai commencé à vraiment consommer du cinéma, c'était plutôt Bruce Willis. Justement, à l'époque où il commençait vraiment à sortir dans les films, donc au milieu des années 90, ces périodes-là jusqu'aux années 2000 à peu près. Ouais. Donc on est sur... Sur Le Dernier Samaritain, sur Die Hard. Piège à nouveau trouble, Die Hard et tout ça. Ouais. Et du coup, moi, Stallone, en fait, c'est venu après parce que mes parents n'étaient pas fans de Rocky, ils n'étaient pas fans de Rambo. C'était les premiers films qui étaient plus faciles d'accès pour... en général, quand tu rentres dans l'univers de Stallone, c'est plutôt ça. Bah oui, tu vas en premier lieu vers Ouais. Rocky. Et après, tous les autres films, j'y suis venu après. Mais, avec plus ou moins de succès selon les films. Et donc, quand j'ai redécouvert, j'avais pas l'attachement que j'avais pour Bruce Willis, même si sur sa fin de carrière, malheureusement, on voit ce qui s'est passé avec sa maladie et tout ça, qui ont fait qu'il jouait de moins en moins. Mais j'étais pas mécontent quand même de redécouvrir Stallone, parce que je trouve quand même que c'est un gars qui est beaucoup plus intelligent que l'image qu'on lui prête juste en connaissant Rambo, par exemple, truc de base. Et déjà, en général, les gens, enfin ça a été déjà dit des milliers de fois, mais on prend l'image de Rambo 2, en fait, on prend pas l'image de Rambo pour se faire une image du monsieur. Et même Rocky, globalement, il y a plein de trucs qui sont super intéressants dedans, et puis même les autres Rocky après sont
plus ou moins intéressant, mais il y a toujours quelque chose de bien à voir dedans. C'est-à-dire que c'est pas seulement juste des suites pour mettre le héros, enfin pour mettre Rocky en fait sur devant la scène, toujours un petit truc qui est plus ou moins intéressant dedans. Donc, pour moi, Stallone, c'était le mec qui a réussi à se dépêtrer du cinéma d'action des années 80 à 90 pour en faire quelque chose d'intéressant. Alors, moi, Stallone, c'est carrément mon idole, hein. Je pense que les gens qui me suivent sur Instagram le savent, hein. Je leur pète pas mal les burnes avec ça. Alors, pour moi, Stallone, c'est vraiment un artiste, comme tu l'as dit, mais aussi un génie incompris, quelqu'un qui est vraiment sous-estimé et à qui on donne une fausse image parce que, enfin, voilà, comme on l'a déjà dit, les gens pensent que c'est une star d'action bourrine sans cervelle, alors qu'en fait c'est un mec déjà qui sait écrire, qui l'a prouvé à de nombreuses reprises, et qui sait réaliser, qui sait produire. Et c'est vraiment un mec sous-estimé parce que même dans ses films les plus bourrins ou les plus cons, il y a toujours un petit quelque chose en fait d'intéressant. Enfin, même dans ses films les moins réussis, il y a quand même un petit quelque chose où au moins il tente de faire quelque chose. Il n'a pas peur aussi de... Parce qu'on parlait de Schwarzenegger, où Schwarzy, il a, à part de très rares exceptions près, comme Predator, il a du mal à montrer qu'il peut être vulnérable, tandis que Stallone, il le montre vraiment qu'il peut être vulnérable. Et c'est aussi un truc assez intéressant. Et enfin, c'est vraiment, pour moi qui est aspiré à être réalisateur et scénariste, c'est vraiment une de mes inspirations, Stallone, quoi, en fait. Pour moi, Stallone, ça représente, je trouve... j'ai un peu de te rejoindre sur ce que tu as dit. C'est pour moi, comme je l'ai dit, je pense que Stallone, c'est un artiste. Alors, incompris, pas tout le temps. Parce que quand tu vois le succès qu'il a eu, surtout avec les Rocky et les Rambo, mais je prends plus la base de Rocky, il y a des moments où les gens l'ont suivi. Et je trouve que Stallone, c'est le mec qui, pour moi, a créé le personnage le plus humain de l'histoire du cinéma américain, qui est Rocky. Totalement. Pour moi, Stallone, il a créé ça. Et même, pas que Rocky, mais je veux dire, tous les personnages de l'univers Rocky sont tous humains. Je considère la saga Rocky comme non pas un film sur la boxe, mais sur la vie. Ah, c'est totalement ça, en fait. C'est pas du tout un film de boxe. Pour moi, Rocky, c'est ça. Et alors, c'est la plus belle œuvre de Stallone, évidemment, et il le sait. Ça, c'est évident. Mais je retiens quand même aussi, et je défendrai corps et âme toujours le premier Rambo, que je juge que c'est l'un des films les plus dramatiques que j'ai vus, américains, parlant quand même du Vietnam et de tout ce que ça implique, la difficulté de réinsertion des soldats, on les traitait comme des bouchers, des monstres, etc. Et je trouve que le premier Rambo est l'un de ses plus grands films. Après, les suites sont discutables, évidemment, ça oui. Mais je trouve aussi que Stallone est quelqu'un d'extrêmement intelligent aussi, parce qu'il a su s'adapter à ce que le public voulait voir. Parce que le premier Rambo, c'est un film typiquement des années 70, dans le côté dénonciation de l'Amérique, et même la fin. Dans le côté aussi héros brisé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et Rambo, c'est un film des années 70, tout comme le premier Rocky d'ailleurs, et Rocky aussi dans un sens. Et une fois que les années 80 sont arrivées, et que justement tu parlais de l'ère réganienne, il a su s'adapter mine de rien, je trouve. Et c'est pas donné à tout le monde, ça. De prendre l'air du temps, de se dire ok, je vais le faire comme ça, et il l'a fait par plusieurs fois. Enfin, quand tu regardes Rocky 4 par exemple, c'est totalement, on est sous l'ère réganienne à mort, on est sur l'ère MTV aussi parce que c'est l'ère des vidéoclips de l'époque, et Stallone a su adapter sa mise en scène par rapport à l'environnement et l'ère de l'époque, et je trouve que c'est pas donné à tout le monde. On va parler d'ailleurs d'un des films qu'il a réalisé avant justement cette ère réganienne, et quand tu compares, quand tu vois la réalisation des années 70 qu'il a fait, donc on pense à Rocky 2 et celui-là dont tu as parlé, et tu vois ce qu'il a fait après en termes de réalisation, quand tu vois Rocky 4 et même Rocky 3 d'ailleurs, parce que voilà, sa mise en scène est totalement différente, parce qu'il a su s'adapter. Et pour moi, Stallone, c'est ça. C'est quelqu'un qui est toujours, même un peu moins, parce que maintenant je trouve que il s'enferme sur des projets qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être, genre Cliffhanger 2,
Ou Expendables. Ou Ah, Expendables, Expendables ouais, bon, il apparaît 4, 10 minutes. quoi. quoi. Donc voilà, il s'enferme dans un truc que je trouve un peu. Il mériterait mieux, pour ma part. C'est un peu l'histoire de sa carrière en fait. Ouais, Il s'enferme souvent lui-même dans des des cases trucs. Ouais. et après il a du mal à en sortir. Oui, mais à chaque fois, il revient. Oui. Enfin, Mais après il replonge direct. après, il replonge, ouais, c'est ça, Stallone. Mais bon, on va en parler. Et on va remonter le temps. Et on va aller en 1978. Too close to paradise and too close to hell. Donc on va commencer par toi, Richard, et tu as choisi la première réalisation de Stallone. Oui, parce que je me suis dit que c'était... si on fait une rétrospective un peu large de Stallone, il faut bien voir la première fois où il a vraiment 100% mis les mains dans le cambouis, on va dire. Parce que, bon, bah voilà, il a écrit, il a réalisé, il joue dans les rôles principaux, il fait partie des producteurs. Donc c'est un film, donc Il oui. chante aussi. Oui, J'ai- je chante. Il chante quand? Bah, le générique de générique. début, Ah, c'est le générique de début, Et c'est de fin lui? aussi. c'est lui. Putain, j'avais pas fait gaffe que c'était lui. C'est Parce que le début, j'avais l'impression que c'était son frère, donc j'ai pas fait Non, gaffe. non, son frère joue dedans aussi. Oui, Il je sais apparaît en tant que qu'il chanteur joue de le bar. chanteur, donc je me suis dit, bon, bah c'est son frère qui chante et j'ai Ouais. pas. Non, mais la C'est chanson. bien Stallone. Bah, je vous crois. Mais du coup, de quoi on parle? Eh ben, on parle de Paradise Alley, aussi connu en français sous un titre que j'ai refusé d'apprendre, mais que c'est. La taverne de l'enfer. Voilà, c'est pour ça que j'ai refusé de l'apprendre. Donc, avec, comme nous le disions, Sylvester Stallone, Lee Capalito et Armand Assante. Alors déjà, petit point sur voilà, ce trio de comédiens qui jouent les trois frères, comment j'ai noté comment ils s'appellent les trois frères, Cosmo, Lenny. les et trois puis- frères Victor. Carboni. Carbone. Les trois frères Carboni. Petit point donc, Lee Capalito, qui c'est? Et ben en fait, Lee Capalito, c'est un boxeur de l'époque qui avait pour surnom Des talons italiens. les talons italiens. Et c'est juste pour ça qu'il a été pris par Stallone. Stallone s'est dit, je vais faire jouer Rocky dans mon prochain film, littéralement. En fait, c'est pas exactement ça. Lee Capalito s'est fait appeler les talons italiens après. Après. Il a demandé l'autorisation à Stallone. Ah merde, vraiment, parce que moi vraiment je me suis dit vraiment genre j'ai lu que après Rocky il s'est fait surnommer comme ça, mais pas après le film Paradise Alley, quoi. Tu vois, c'est ça, c'était après avoir tourné avec ou après juste Rocky où il a dit je veux ce Je nom. crois que c'est après avoir tourné avec. Où il lui a demandé justement l'autorisation. Parce que moi ce que j'avais lu c'est qu'en fait ils s'étaient rencontrés après Rocky et qu'il lui avait demandé à ce moment-là. Après voilà, je pense que c'est un peu le problème des on-dit et d'eux, faut peut-être demander aux gens qui sont impliqués au bout d'un moment. J'ai appelé Stallone demain, je vais lui demander. Hein. Et du coup, Armand Assante, je voudrais revenir sur lui parce que là, ce qui est drôle, c'est qu'il joue donc le grand frère à la fois de Stallone et de Capalito. Mais surtout, il rejouera avec Stallone des années plus tard dans un film qui s'appelle Judge Dredd, où tel le Star Wars moyen, on découvrira que non seulement c'est le méchant, mais en plus c'est un membre de la famille de Stallone. Ouais, un truc comme ça. C'est vraiment C'est le frère, un moment, c'est le on frère. découvre que c'est son frère, même lui il était pas au courant. Enfin bon, si vous voulez regarder un Judge Dredd, regardez Dredd avec Karl Urban et pas celui-là. Ah non, vous pouvez quand même le regarder pour rigoler un petit peu. Oui, c'est vraiment si vous êtes entre... La loi, c'est moi. L'histoire se passe en 1946, c'est jamais dit à part sur Wikipédia. Donc c'est les frères Carboni. On a donc... alors attends, est-ce que je fais du plus vieux ou plus jeune? Le plus jeune donc qui est Vincent... Victor. Vu qu'ils disent Vic, j'ai oublié. Vic, donc qui est le Lee Capalito. On a Cosmo qui est joué par Stallone. Et le grand frère, j'ai jamais... Lenny, j'ai jamais retenu son prénom. Donc le grand frère Lenny... ils sont dans la bonne grosse dèche de New York des années 46, quoi. Donc vraiment... De l'après-guerre. Oui, voilà, l'après-guerre, de toute façon. Ce qui fait que pour vivre, ils sont pas des boulots géniaux, voire des fois un peu à la limite du légal. Et c'est justement dans ce souci de pognon que Cosmo va convaincre son petit frère, qui de base est livreur de glace, donc on voit qu'il est assez costaud. Et là, il va le convaincre de se mettre à la lutte. Et donc, il va faire des combats dans des rings.
pendant qu'il est en train de draguer une meuf un peu timide, qui travaille pas dans un truc dans un magasin pour animaux, mais quand même, toute ressemblance est quand même extrêmement présente. C'est juste pas la même ville. Et c'est là où le film à la fois me fascine et me dérange un peu. C'est-à-dire qu'on a donc Stallone qui passe de jouer la brute au grand cœur à jouer son grand frère. Son grand frère grande gueule. Un peu escroc aussi, un peu... escroc qui essaye d'avoir du bagou et qui arrive une fois sur deux. Ses jets de chance sont très hasardeux. Bref... Si tu dis, j'essaye d'être un peu attaché à ce mec-là, j'arrive pas vraiment, et en même temps, c'est dit clairement que c'est pas tant son histoire que ça, mais c'est lui qu'on suit pour de vrai. Et du coup, j'arrive pas à savoir, est-ce que c'est lui qu'on suit parce que Stallone a décidé très tôt qu'il le jouerait lui, et que du coup, c'était plus intéressant pour lui de surtout suivre ce mec-là. Parce que, en fait, oui, l'histoire de Vince, on l'a déjà vu 2 ans avant, quoi, parce que Rocky est sorti 2 ans avant ce film-là. L'histoire du grand frère, écoutez, il a un boulot de merde, et puis il est amoureux d'une meuf, dont Cosmo est amoureux aussi, et puis ça fait des conflits qui durent 40 minutes dans le film, c'est 40 minutes qu'on aurait pu enlever. En tant que réalisation, c'est super intéressant à voir, parce que, en plus, c'est un truc que m'avait dit un de mes profs de théâtre quand j'étais à l'université. Il disait, vous regardez les premiers films de réalisateurs, ils ont tout mis dedans. Et là, tu te dis, en fait, on voit effectivement que Stallone ressent encore l'impact de Rocky sur lui et sur ce qu'il a écrit, parce qu'il le réécrit un peu. Et que surtout, en fait, ce qu'il fait dans la réalisation, surtout au niveau de la présentation de la misère, c'est plus à Philadelphie, c'est à New York, mais du coup il arrive quand même à garder un peu ce qu'il a montré. Le New York des années 46 est super bien refait. Donc du coup ils arrivent un peu à exagérer cette misère là qui lui tient à cœur. Les 2-3 bars qu'on voit, effectivement, ils ont l'air ultra poisseux. C'est vraiment, tu sens que les gars ils sont en train de boire leur whisky en transpirant le double de ce qu'ils boivent. Enfin, c'est beau, mais surtout, c'est les combats de lutte du coup qui sont super intéressants, parce que il y a une présentation extrêmement carnavalesque. Le mec qui fait le présentateur, il est habillé en clown littéralement. T'as les lutteurs en soi qui ont des personnages vraiment de catch, en fait. C'est vraiment, ils ont des personnages de catch, sauf que en fait tu te rends assez vite compte que c'est, dans le film en tout cas, les mecs qui se présentent comme ça, ils sont limite tout aussi tarés dans la vraie vie. Donc du coup il n'y a pas de coupure entre la fiction du combat dans un ring et comment est le combattant dans la vraie vie. À la limite, il pourrait t'en mettre exactement la même qu'il a mis dans le ring, il pourrait te mettre la même en vrai, donc c'est un peu chelou. Il n'y a que du coup Vince, en fait, vu que il est géré par ses frères, qui lui a ce côté, on voit bien que sur le ring, c'est pas le même que dans la vraie vie. Donc c'est étrange, mais c'est à la fois fascinant. Et c'est un peu là où je me trouve sur ce film. Je fais, écoutez, c'est pas le meilleur de Stallone, mais on sait tous qu'il l'a fait mieux derrière, qu'il a fait incroyable avant, et que là c'est sympa, c'est bien géré, mais c'est pas... il y a beaucoup de ratés qui font que j'arrive pas à me dire j'ai aimé ce film, mais je peux pas le détester non plus, parce que justement au niveau de la réalisation, il se fait plaisir, il tente des trucs, il y a quand même des très belles scènes. Justement, on disait, il y a une scène à Noël qui arrive à te prendre, surtout quand les scènes de relations amoureuses sont chiantes à mourir. Quand enfin il y a un vrai truc de cœur sur justement les émotions que Stallone se donne en tant que personnage, qui fonctionne, ça te prend 2 fois plus. Mais du coup, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Je fais, mais du coup, en fait, il y a 40 minutes en trop. C'est-à-dire que le Paradise Alley
qui est donc la taverne de l'horreur, mais qui est, oui, qui est donc... L'enfer. Oui, qui est, oui, bah, qui est une taverne horrible, elle est dégueulasse, mais c'est fait exprès. Mais du coup, qui est la taverne où il y a les combats de ring, enfin les combats de lutte. Cette taverne-là, en fait, on la voit qu'au bout de 30 minutes de film à peu près, et surtout, le premier combat arrive au bout de 40 minutes de film. Donc, déjà, il prend trop son temps sur certaines choses. Et oui, puis voilà, des fois, des trucs qui nous montrent, tu dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Les gars sont déjà suffisamment dans la merde et c'est déjà suffisamment intéressant comme ça pour qu'il n'y ait pas en plus une espèce de conflit à la con de les deux frères qui veulent la même nana. La nana en soi qui a clairement dit à Cosmo, j'ai pas envie de toi, mais après il va quand même faire du boudin. Tu fais, ah vraiment, on va perdre 10 minutes là-dessus? Ah bah super. J'ai regardé La Taverne de l'Enfer. La taverne Non, de l'affiche l'enfer. originale est juste sublime. Ah oui. L'affiche, elle est magnifique. Ça, c'est clair et net. Bah, en fait, vu qu'il sort de Rocky, tu sens qu'il a eu des gens pour l'aider, quoi. Ouais. Et le compte, c'est qu'on en avait parlé en off, et Richard, tu t'en souvenais plus, mais j'en avais déjà parlé de la Paradise Alley, qu'on avait fait un simane sur le catch. J'avais Et parlé toi, dessus. tu t'en souvenais? Oui. Il m'a rien dit, le bâtard. Mais je ne disais rien, Mais avec, effectivement, en t'écoutant et en disant ce que tu dis, et quand je l'ai revu, en fait, tu cherchais tout à l'heure un film dont il s'est inspiré pour ça, et moi j'en ai un, je l'ai trouvé. Je pense que Stallone a été influencé par un film italien qui s'appelle Rocco et ses frères. Avec Alain Delon. Oui. Avec Alain Delon, où on suit une famille italienne dans la merde. Les deux frères vont tomber amoureux de la même femme, etc. Et le bon frère va devenir boxeur. Avec une violence en lui, qu'il rejette. Et dans le film, dans Paradise Alley, ce frère rejette quand même un peu cette violence-là. Il le fait parce qu'il sait qu'ils sont dans la merde, il sait il voit aussi que ses frères sont unis avec lui. C'est ce qu'il cherche en fait aussi, le personnage. Et je suis d'accord sur le fait qu'il y a des longueurs. Il peut avoir des longueurs, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce que j'apprécie chez Stallone pour le coup, c'est la reconstitution des années 40 est juste superbe. C'est super beau à voir. Et ce que j'aime bien au début, je dirais, c'est que Stallone se donne quand même pas le bon rôle. Non, clairement pas. C'est un connard dedans, enfin c'est un petit con. Et Même s'il y a un switch en fait. oui, il y a dans un le switch film, qui est intéressant. Avec justement avec Lenny qui lui est le gentil frère. oui, et que subitement les rôles s'inversent. Ouais. Les rôles s'inversent, c'est plutôt intéressant. Je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que l'histoire d'amour, entre guillemets, 20 minutes, on aurait enlevé 20 minutes, ça aurait donné un peu plus de corps. Bah, et du coup, Surtout qu'il n'y a pas de réelle conclusion à l'histoire d'amour. Non, c'est ça. Bah, c'est-à-dire, on aurait enlevé le moment où il lui dit clairement non, tu fais ouais, mais du coup, on est au courant qu'elle a dit non en fait. Donc, du coup, quand lui s'énerve, tu te dis, mais gars, arrête. D'ailleurs, pour répondre à certaines de tes questions, alors faut savoir, c'est qu'il a écrit La Taverne de l'Enfer, Paradise Alley, avant d'écrire Rocky en vrai. Ça, c'est probable. Qu'il avait vendu $500 pour pouvoir payer plusieurs loyers à des producteurs néophytes, et qu'à la base, il voulait pas jouer dedans. Il voulait Al Pacino pour le rôle de Cosmo. C'est Universal qui l'ont poussé à le faire. Oui, parce que il sortait de Rocky. parce que Rocky, parce que machin. Mais après, en vrai, il le joue bien. Hein. Il est très bien dedans. C'est bon, le côté arrête de parler, c'est normal, c'est le personnage. mais en fait, c'est le problème que j'ai, c'est avec le perso en soi, pas comment il est joué par qui, tu vois. Ah non, mais c'était par rapport à ce que tu disais aussi. Tu te posais des questions aussi par rapport au fait qu'il s'était donné le rôle lui-même. Ah oui, ouais. Alors qu'à la base, non, il voulait pas le rôle. Mais il voulait le réaliser. Oui. Mais il voulait que ce soit Al Pacino qui joue. Ça aurait été pas mal. Et aussi, il faut savoir, c'est que Universal a aussi quand même coupé pas mal de scènes, notamment des scènes qui auraient conclu les arcs narratifs des. Ah bah c'était pas les bonnes, des relations amoureuses en fait, notamment celle qui. Tu veux dire qu'Universal a coupé des mauvaises scènes? Moi je suis surpris là. Universal s'est trompé dans les scènes à couper. C'est incroyable. Le studio coupe des mauvaises scènes, hein, mon Dieu, je suis choqué. Clairement, il y a aussi un côté autobiographique dans le film parce que ça se passe en 1946 à New York, à Hell's Kitchen, mais précisément l'année et le lieu de naissance de Stallone. Je l'avais vu au moment où tu en avais parlé. Ouais. Et bon, moi, le côté catch m'a beaucoup intéressé.
Parce que du coup, effectivement, c'est de la lutte, mais faut c'est savoir du juste, catch, quoi. faut savoir Bah, juste que dans les années 70... dans la présentation, c'est. Attends, je vais dire des choses, laisse-moi dire des choses. Jusque dans les années 60-70, le catch n'était pas comme on le connaît maintenant. C'est-à-dire que c'est avec l'apparition des Sammartino, des Pedro Morales et puis surtout Hulk Hogan à la fin des années 70, début 80, que là on commence à aller vers un catch plutôt entertainment qui va finir par les premiers WrestleMania et tout ça, où là on a parachevé le côté spectacle au sens avec des histoires du catch, mais avant on était plus proche effectivement d'un combat de lutte qui était scripté. Et moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est ce côté-là justement. Et il y a un catcheur aussi dedans, un vrai catcheur. Plusieurs, Oui. je crois qu'il y a beaucoup d'extras qui Il y a sont des catcheurs. Terry Funk. Terry Funk, qui fait les chorégraphies d'ailleurs. Ouais. Terry Funk. Il y a Terry Funk, on le revoit aussi dans Over the Top. Ouais. Un autre Et film qui a avec- participé additionnellement au combat de rue de Rocky V en termes de Ah, ça je ne savais pas. en chorégraphe. Ça je savais pas. Ouais. Et Par contre, tu sais. du coup, sur le reste du film, je suis globalement d'accord que l'impression que c'est un film un peu à trous parce qu'il manque des trucs. Et que du coup, effectivement, le côté de l'histoire d'amour qui paraît trop, alors qu'on aurait pu peut-être avoir une vraie scène qui conclut en fait ce truc-là, plus tout ce qui est. Je vais pas redire la majorité des choses qui ont été dites, mais globalement sur l'aspect à côté, j'ai bien aimé. Mais effectivement, si on pouvait couper 20 minutes dedans, je n'en serais pas déçu. Et puis avoir une vraie conclusion pour pas mal de trucs Et aussi. garder tout le passage de Noël parce que vraiment, Ah, d'un coup, ça m'a pris la Ouais, gueule. Ouais. Le passage de Noël il est très fort. Surtout que tu vois même que la précarité ou même des catcheurs qui, on pense qu'ils gagnent beaucoup, mais en fait ils se démolissent le corps. Très touchant d'ailleurs ce personnage-là. On peut le trouver en Blu-ray, DVD. Il y a une très belle édition Blu-ray que j'ai vue avec ils ont remis l'affiche originale. Que j'ai d'ailleurs. Ouais, qui est très jolie. Moi j'ai la première édition DVD d'Universal avec juste la photo de Stallone et c'est tout. Dommage. Mais voilà, il est disponible en DVD Blu-ray. Vous pouvez, je pense, payer 2,99€ sur YouTube. Ouais, Alors, aussi. si jamais vous voulez juste voir le film. Voilà, et sinon, sur Univers Ciné. Je savais même pas que ce site existait, mais apparemment ça existe. Et j'ai cherché, ils te disent pareil, à peu près 3 balles pour voir le film. Yes. Close the window, Annie. I'm gonna close the window! Oh, you want to close the window? Fine. With this one match, we could be on the way to some real success. Yeah, and who's it got arrested? Frank, get it Hey, down. Vic, you can't do that. First I'm gonna smash you, then I'm gonna get you. I'm gonna smash the whole family. You got a lot of style for a guy with pigeon stuff on your shoulder, Cosmo. On va enchaîner avec mon film parce qu'en fait on passe de 78 et on arrive en 1981 avec un film toujours produit par Universal. Et je précise pourquoi, parce que vous allez comprendre. Et nous arriverons avec Les Faucons de la Nuit. Donc Les Faucons de la Nuit date de 1981, réalisé par Bruce Malmuth. Officiellement. Officiellement Bruce Malmuth. Qui a réalisé Échec et Meurt avec Steven Seagal. Voilà. Waouh. Qui joue l'annonceur dans Karate Kid aussi, pour la petite info. Qui joue l'annonceur dans Karate Kid 2. 1. Ah, j'ai vu le 2 moi. C'est dans le 1. C'est dans le 1 Oui, il n'y avait pas d'annonceur dans Karate Kid 2. Ah oui, c'est vrai. Ou alors ils ont pas genre repris la fin du 1 au début du 2 et c'est pour ça que tu l'as vu. Ouais. Voilà. Ouais. Tout a une explication. Évidemment, je dis que c'est le réalisateur de Rocky. Oui. Tout est lié. Donc, il a réalisé Échec et Meurt avec Steven Seagal, donc je vous déconseille de voir ce film parce qu'il est totalement pourri. Hein. Ah, moi j'ai bien aimé, moi. Hein J'ai bien aimé, moi, perso. Pour ma Mais part, j'étais plus jeune aussi, donc ça pour ma part, il y a 2 films de Steven Seagal, avec Steven Seagal qui sont dignes d'intérêt. C'est Machete. Nico et Justice Sauvage, c'est tout. Ouais, du coup, 3 avec Machete. Oui, et Machete. Parce qu'il joue bien le méchant, mais ça lui va bien. Très joli casting, mine de rien. Il y a Stallone évidemment, il y a Billy Dee Williams, Lando Calrissian, pour ceux qui... voilà, pour Lando dans Star Wars, et surtout Harvey Dent dans Batman de Burton. Parce qu'on l'oublie qu'il a joué Harvey Dent. Regarde, donc Blade Runner, Oui, d'accord. La chair et le sang. La chair et le sang, ouais, sont l'un des plus grands films. Lady Hawk. J'allais dire Lady Hawk, je cherchais. Lady J'attends un truc avec Hawk, c'est quoi déjà Lady Lady Hawk, Hawk. merci. Et Nat Hawk, J'aime tellement Lady Hawk. il y a Lindsay Wagner, qui est plus connue pour avoir incarné Jimmy dans Super Jimmy, la série
dérivé de l'homme qui valait 3 milliards. Alors 3 dinars, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. Et tu ne l'as pas cité, mais il joue dedans. Il y a Joe Spinell dans le film qui joue le chef de Stallone et qui joue aussi dans Paradise Alley, il joue le présentateur. Oui. Et qui joue aussi dans Rocky 1 et 2. Oui, qui joue aussi dans Rocky 1 et 2. Et en plus, j'ai juste bifurqué sur Joe Spinell parce qu'en fait, c'est le dernier film en commun avec Stallone parce que durant le tournage, ils se sont fâchés. Ça raconte quoi, Les Faucons de la Nuit? Bah, c'est simple. Mais me mens pas à moi, c'est toi qui l'as vu. Oui, même. T'aurais dû le voir. Il faut le regarder. Il faut le regarder. Donc, ça raconte l'histoire. Oui, mais ça se passe la nuit, je vois rien. Ça raconte l'histoire, c'est assez simple en fait. C'est un terroriste qui fait peur à beaucoup de gens parce qu'il tue beaucoup de gens. Qui fait de la terrorisme. Voilà. Et en fait, il se réfugie à New York pour commettre encore des crimes. Et ils vont faire appel. En fait, la police de New York va, dans l'urgence, constituer une équipe justement pour combattre le terrorisme. Et en fait, dans le lot, dans la nouvelle équipe, il y a 2 flics. Da Silva, incarné par Stallone, et son coéquipier, je ne sais plus son nom. Donc, Fox, joué par Billy Dee Williams, qui vont rentrer dans cette escadrille, on va dire, contre le terrorisme. Même si eux, c'est plus des flics sur le terrain et qui, se concentrent plus sur le trafic de drogue, les agressions, etc. Donc ils vont rentrer dans un monde totalement d'inconnus, en fait, plus ou moins. Et en fait, ils vont être entraînés plus dans la psychologie, pas dans l'action, mais plus dans la psychologie d'un terroriste. Mais en fait, surtout Stallone va être poussé à bout, en fait. On va lui dire, non, tu dois penser comme ça pour avoir cette personne-là. Parce que dis-toi c'est pas un simple voleur ou un simple... c'est quelqu'un qui va te tuer sans aucun remords. Et en fait, j'ai choisi Les Faucons de la Nuit pour l'instant, les bonnes raisons. C'est déjà, ce qui peut interpeller les gens, c'est le look de Stallone. Cheveux longs, grosse barbe. C'est en gros Serpico. Donc Serpico avec Al Pacino. Il se fait le look de Serpico. Mais ça lui va tellement bien. En plus, il a un côté très... c'est Serpico mais intellectuel parce qu'il a des grosses lunettes de vue. Mais ça lui va très bien. Et j'ai choisi aussi ce film-là parce que c'est à un moment donné de sa carrière où Stallone, il veut prouver qu'il peut faire autre chose. Encore une fois. C'est comme Paradise Alley en fait. Pour ce film-là, dans Paradise Alley, il voulait tenter de prouver qu'il pouvait réaliser, ce qui est vrai. Là, pour le coup, pour Les Faucons de la Nuit, je le prends comme Stallone qui veut prouver en disant je peux faire autre chose en termes d'acteur, en termes de présence. Et il y a l'envie, il y a l'idée, mais il y a l'exécution qui ne fait pas forcément. Parce qu'il y a eu des gros problèmes de production. Au départ, le film devait être réalisé par Gary Nelson, qui est plus un réalisateur plus connu de séries télé. Il a réalisé quelques épisodes de la série Demain à la Une. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, c'est trop bien cette série. C'était très bien, ouais. Demain à la Une. Demain à la Une. C'est le mec qui recevait le journal du lendemain. Ah oui, du lendemain. Ouais, oh là là, j'ai entendu parler, je l'ai vu. Ah bah voilà, c'est une série Très bonne série. Ouais. Et en fait, au bout de même pas 2 jours, Stallone l'a viré. Voilà. Et en fait, Stallone a pratiquement pas tout, mais il a quand même réalisé une bonne partie du film. Et en fait, Bruce Malmö, il était là juste en tant que technicien, très clairement. Enfin, voilà. Il n'y a pas une patte particulière, ce réalisateur. Et surtout aussi, c'est que... Mais là, pour le coup, ça marche. C'est que Stallone et Ruder Hauer ne s'entendaient pas. Pas du tout. Faut pas oublier un truc, c'est que Stallone, à ce moment-là, il y avait le succès de Rocky 2, qui a très bien marché. Et Stallone ne commençait pas encore à avoir les chevilles qui enflent. Ça arrivait un peu plus tard, mais ça commence... Oui, quand même. C'était pas loin. Début, là, quand même. Il y a les bras qui enflent d'abord. Voilà. Il y avait un petit début, et en fait, il voulait avoir un contrôle total. Oui. Pratiquement, il a même réécrit le scénario. Voilà. Et il voulait avoir un contrôle total. Et le truc, c'est que Ruder Hauer, je vais y arriver à prononcer ce nom, il a commencé sa carrière américaine. En fait, c'est son premier film américain. Et lui, il s'est dit, c'est cool, c'est mon premier film américain, je joue quand même un terroriste,
Et il joue très bien dedans, hein, il est vraiment excellent. Peut-être avoir un peu plus de profondeur, etc. Et en fait, Stallone, en gros, lui a fait comprendre, c'est moi la star, ferme ta gueule. En gros, c'est à peu près ça. Hein. Donc il y a une animosité qui se ressent, mais totalement. Il y a des jeux de regard entre les deux, mais ça marche tellement bien. Ça se voit qu'ils s'aiment pas. Enfin, ça se voit qu'il y a un truc, mais ça marche tellement bien parce que par rapport à leurs personnages respectifs, ça fonctionne. Il y a une excellente reconstitution d'un New York poisseux. Parce que ça se passe à New York, il y a un New York poisseux. On est à la limite d'un... Bon, je me suis renseigné et c'est le même directeur de la photo et ça ne m'étonne pas. Est-ce que vous connaissez le film Cruising ? La chasse de William Friedkin avec Al Pacino. C'est un film que je vous conseille. Et c'est un film qui se passe à New York. Et c'est la même ambiance poisseuse, inquiétante. Toutes les rues ne sont pas sûres du tout. En fait, la vie elle est perpétuellement en danger. Et c'est super bien reconstruit ça là-dessus. Il y a un côté très urbain, ça c'est évident. Il y a un côté aussi très réaliste, je trouve, dans ce film. Même les tenues de Stallone font très typiques ça des années 70, mais ça rajoute un côté très réaliste à l'ensemble. C'est pas... il n'est pas torse nu, quoi. Enfin, voilà. Il y a un côté très... Jamais. Oh. Très réaliste. Et pour le coup, ce que je trouve... il y a de très bonnes scènes. Surtout une que j'aime beaucoup en termes d'ambiance, en termes de montage aussi, c'est la scène de la discothèque. Cette scène-là, en fait, elle est extrêmement importante. C'est que, en fait, le terroriste, malin comme il est, il a fait une charge d'esthétique pour pas qu'on le reconnaisse. Bon, c'est le même acteur, mais il a juste au début, il a une grosse barbe et il rase la barbe. Hein, et voilà. Chirurgie esthétique. Il avait une mâchoire un peu plus prononcée. Il a des prothèses, en fait. Ouais. C'est ça, il a des prothèses. On n'est pas sur volte-face non plus, quoi. Voilà. Bientôt, McAfee va demander des dépassements d'honoraires. Et donc, Stallone, en fait, il a dessiné un croquis, parce qu'il a vu la photo avant la transformation. Et en fait, Stallone est dans une boîte de nuit et il voit le gars, il est là. Et en fait, il commence à gommer son dessin et en fait, il dit « Regarde, il est là ». Et il y a un jeu de regard entre les deux. Il y a une telle tension. Il y a une tension, en fait, de danger. Il y a vraiment cette sensation de danger, en fait, il peut buter les gens, en fait, comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, d'ailleurs. Et j'aime beaucoup toute la partie, en fait, toute cette partie-là de la discothèque jusqu'à la course-poursuite dans le métro, qui est super. Course-poursuite dans le métro réalisée officiellement par Stallone. Réalisée, là, pour le coup, ça se ressent. C'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est mieux fait, en fait, c'est moins plan-plan. Et tu disais qu'il y avait, dans Paradise Alley, il y avait 40 minutes de trop. Et ben dans Les Faucons de la Nuit, il y a 40 minutes de pas assez. Pourquoi ? Parce qu'Universal a mis son grande scène, encore eux, et ils ont coupé énormément de scènes, et ça se voit. Parce qu'il y a Lindsay Wagner qui joue la femme de Stallone, mais au début du film, on comprend très bien qu'ils se sont séparés, parce que Stallone est un flic, elle en a marre, elle veut qu'il se pose, elle en a marre qu'il prenne autant de danger, en fait, de risques. Mais tu vois le début, tu vois quel conflit, tu sens que ça amène quelque chose, mais après on la voit plus. On la voit plus. On la voit juste à un moment donné, il appelle un coup de fil et il dit « Ouais, tu peux venir à la maison. » Ouais, mais elle a changé la vie en... Comment ça s'est fait? Voilà, il manque des scènes. Et à la fin du film, on la voit à nouveau, on la voit furtivement, j'en dis pas plus, on la voit furtivement, mais ça n'en reste là. Mais ils ont tourné des scènes justement où la relation entre Stallone et ce personnage-là est beaucoup plus expliquée, beaucoup plus poussée et beaucoup plus intéressante. Mais ils ont en plus aussi coupé d'autres scènes. Par exemple, il y a l'instructeur qui leur apprend justement à penser comme un terroriste, etc. Il y a un lien qui se crée, on ressent qu'il y a un lien qui se crée entre lui et Stallone. Un côté très paternel, mine de rien. Paternel dur, mais il y a un côté très paternel. Et quand il se fait, bon spoiler, il se fait buter l'instructeur. Obi-Wan il se fait buter l'instructeur, ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Non, même pas. Il est mort. Non, c'est pas c'est le truc ultra parodique d'un coup. C'est limite mince, ils l'ont buté. Attends, il faut le choper. Méchant terroriste. Qu'est-ce qui se passe d'un coup? C'est même pas le terroriste qui le tue d'ailleurs. Non, c'est même pas la complice. C'est la complice, c'est même pas, et en plus on le voit même pas. Bon, ça c'est plutôt intéressant. Le fait qu'on entend un coup de feu, mais on ne le voit pas.
C'est le chasseur dans Bambi. On le voit pas, mais on l'entend. Le gros souci, c'est qu'il manque 40 minutes parce que ça va. Il y a des moments où tu sens que ça va prendre son temps et d'un seul coup, il faut que ça aille vite. Il faut que ça enchaîne les scènes d'action. Et pourtant, les scènes d'action, n'a pas tant que ça. C'est beaucoup plus de... En fait, le film est intéressant, c'est toute sa première partie. Quand ça installe, vraiment, on suit le parallèle entre le terroriste et le flic et ce qu'ils vivent chacun de leur côté et la rencontre. Toute cette partie-là est super intéressante, mais à un moment donné, je ne sais pas ce qu'ils ont... Les producteurs, je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Ils ont dit « Ah, c'est trop long, viens, on coupe ». Et ils ont coupé tellement de bonnes scènes, parce que je trouve que justement, la relation qu'a Stallone et Lindsay Wagner, elle est super intéressante, mais on n'en voit pas assez. En fait, c'est comme si on nous tend quelque chose, mais juste après, on te le retire. Et c'est dommage. Et, d'ailleurs, ça avait énervé Stallone quand il a... je veux bien. Oui, c'est pour ça qu'il le désavoue un petit peu. Même si, à ce que je sais, c'est qu'il peut faire une director's cut. Oui, parce que justement, par rapport au s'ils ont fait coupé que des c'est trucs, Bruce Malwood qui réalise, mais... Mais c'est Stallone qui est derrière, très clairement. Et je voudrais bien qu'il propose une director's cut de ce film pour voir justement qu'est-ce qui a été coupé. Et ça se trouve, le film serait meilleur. Parce que en fait, c'est ce genre de film où tu te dis, ah, il y a un putain de potentiel, et tu te dis, ah, ça donne envie, c'est rythmé, trop rythmé, parce que le montage fait que, et ils ont coupé beaucoup de choses. Mais il y a tellement de scènes extrêmement intéressantes. Je trouve que Stallone, pour le coup, a un côté... il préfigure d'une certaine manière l'idée de Rambo, entre guillemets. C'est-à-dire que le personnage de Da Silva a fait le Vietnam. Et il se refuse de tuer. Il a peur de tuer. Parce qu'il a tué trop de gens au Vietnam. Mais c'est très furtif, on l'apprend et en fait tu te dis, non, je suis sûr qu'il y a un... Surtout qu'à un moment donné, il le dit, je suis pas entré dans la police pour tuer... Oui, voilà. Et on apprend ça, mais tu sens que juste derrière, ils ont coupé des scènes. Parce que j'en suis sûr et certain que connaissant Stallone, je pense qu'il a dû s'intéresser plus davantage aux psychologies de son personnage. Surtout le Stallone de l'époque, c'était vraiment... Oui, voilà, surtout le Stallone de l'époque, qui s'intéressait beaucoup à la psyché des personnages. Donc je pense qu'il y a énormément de scènes où tu vois le personnage de Stallone douter, avoir peur encore plus. Et parce que, la fin du film, je vais dire juste ce qui arrive, mais je ne vais pas dire comment ça arrive, parce que je trouve que la fin du film est superbe, et vraiment bien Même trouvée. s'il y a des petits trucs, mais bon, Oui, mais il arrive à tuer le terroriste, mais en fait, tu dis, il manque un truc. Au départ, il avait peur de tuer. Il n'ose pas tuer. Il ne veut pas arriver à cet extrême-là. Et à la fin, il le fait. Mais avec un regard qui est totalement différent du début du film. C'est-à-dire que tu vois le regard menaçant de Stallone, qui joue très bien sur les regards, et tu vois que le regard de Stallone a totalement changé. C'est limite en fait l'effet de miroir. C'est-à-dire que c'est lui qui est devenu terroriste, le regard du tueur, sans pitié, et que c'est le terroriste qui a peur, pour le coup. Et cette scène-là est superbe, mais tu dis, il manque un truc. Il manque justement, j'aurais aimé voir... Le switch, quoi. Ouais. Oui. Il manque ça, et c'est dommage. Et je trouve que... En fait, Les Faucons de la Nuit, ça fait partie de ces films où tu sens que Stallone veut proposer autre chose, veut prouver qu'il est capable d'être peut-être pas forcément au même niveau que des Al Pacino, des De Niro, quoique, mais c'était quelqu'un qui pouvait aller dans des films qui ne sont pas que de action. Voilà. Et malheureusement, c'est que Les Faucons de la Nuit n'a pas fonctionné énormément. Je crois même que c'était un échec. Je suis pas sûr. Je crois que c'était plus modéré que ça, mais en tout cas, Ouais, les critiques ont bien aimé, mais c'est vrai que... Ouais, voilà, c'était pas ouf. Et c'est après, quoi. Après, qu'est-ce qu'il fait après Les Faucons de la Nuit? Il fait Rocky 3. Alors, j'aime beaucoup Les Faucons de la Nuit, et c'est vrai que comme toi, je suis vraiment curieux de voir ce qui a été coupé. Parce que Stallone, d'ailleurs, le reproche à Universal, c'est d'avoir transformé un film qui se voulait être limite une anticipation du terrorisme qui commençait à monter, en thriller de série B, quoi, en fait. Alors que ça devait être vraiment un truc beaucoup plus... D'ailleurs, c'est assez marrant, c'est que les producteurs pensaient que c'était carrément irréaliste qu'il y ait des attentats à New York.
Ah Visionnaire les mecs, hein, bravo. Et ça fait aussi de la peine pour Lisa Wagner, parce que comme le même producteur qui était l'agent de Stallone, il le dit, c'était une star à l'époque, c'était vraiment une star par rapport à la série Super Jimmy, et elle est réduite à un rôle limite de figurant de luxe quoi en fait. Ah bah oui, elle apparaît quoi, même pas 5 minutes. Enfin, D'ailleurs elle l'a su pendant qu'elle faisait les... elle a remarqué à quel point son rôle avait été coupé quand elle faisait la post-synchronisation. Ouais, elle s'est rendu compte qu'elle avait très peu de scènes en fait. Ouais, bah non, et c'est dommage parce que... Pourquoi j'ai fait que 2 jours? Bah c'est tout, quoi. Non mais en plus c'est dommage parce que je trouve que dès qu'elle apparaît, elle a un truc. Puis je vous conseille la série Super Jimmy parce qu'elle est super intéressante, mieux que L'homme qui valait 3 milliards. Parce qu'il y a vraiment ce côté psychologie du personnage qui est beaucoup plus poussé dans Super Jimmy, et l'actrice est excellente. Et c'est dommage qu'on la voit pas assez, parce que justement il y a un truc qui se passe entre Stallone et elle, et il y a une alchimie qui est totalement différente en titre de comparaison avec Talia Shire, mais il y a une alchimie différente mais qui fonctionne, et on a envie d'en voir beaucoup plus, parce qu'il y a un conflit entre les deux. Et voilà, c'est dommage. C'est à partir de ce moment-là où Stallone, il se dit je m'en fous, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus grand. Ça commence là. Et en fait, malheureusement, en fait, cette pensée-là, mine de rien, le destin et ce qu'il va faire après va lui donner raison. Parce qu'il fait Rocky 3, il fait Rambo 2, après il fait un film moyen, je sais plus ce qu'il fait entre deux. Le Vainqueur, qui est horrible aussi. Oui. Le quoi? Le film Le Vainqueur, où il chante vraiment. Oui, d'accord. Et il réalise Staying Alive, la suite de la film. Ah oui, il réalise Staying Alive. J'étais à ça de parler de ce film. Il y a beaucoup de choses à dire sur Staying Alive. J'étais tellement pas au courant que ce truc existait. Maintenant, Oui. je veux oublier que ça existe. En fait, je fais partie de ceux. Mon souhait, c'est de le redécouvrir 5-4 fois que ce truc existe et au bout d'un moment craquer. Non, alors, m'en rendre compte tout seul et le regarder. Je fais un petit aparté sur Staying Alive. Moi, je l'ai vu, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Alors, Travolta n'a jamais été aussi beau de sa vie. Non, mais c'est vrai, il est musclé, mais il est musclé, c'est comme un danseur, mais vraiment pas. Il a la fille d'un danseur, mais musclé. Stallone le filme sur toutes les coutures avec la sueur qui va avec et les trucs en ralenti. Et en fait, il filme de la danse comme de la boxe, plus ou moins. En plus, voilà. Mais je fais partie de ceux que je trouve que la meilleure scène du film, c'est sa fin. Parce que, en fait, la meilleure scène du film, c'est quand tu retrouves Staying Alive, en fait. C'est quand Travolta s'est unifié son truc et Travolta dit à sa copine, tu sais ce que je vais faire? La fille a dit quoi? Frimer. C'est à partir de ce moment-là que le film m'a. Parce que je dis, ah bah voilà, c'est ça le film en fait. Enfin, elle est bien cette scène. Travolta, il assure, il est bien et tout ça. Il y a des jolis plans de New York. On croirait les mecs qui disent, non, après la saison 1, elle s'améliore cette série. Oui, voilà. Et, bon, voilà. Un Lost. Pardon. Mais voilà, c'est un truc à part. Et le destin va lui donner raison d'avoir le melon qui grossit parce que justement il enchaîne après des films qui vont cartonner. Il fait Rambo 2 qui devient un succès monumental, après il fait Rocky 4 qui, n'en parlons même pas, devient un succès monumental et qui est considéré même encore aujourd'hui comme le grand public adore Rocky 4. Voilà. Ça se comprend pour le grand public. Voilà, tu vois. Et en fait, c'est normal en fait qu'à un moment donné, il va se dire j'ai raison de penser ça de moi en fait. Universal Pictures presents Sylvester Stallone in Nighthawks. Kevin, oui. Tu as pris Cobra. Tout à fait, je pense que ça se voit là au look de Cobra The Witch, là, comme je l'ai dit. Là c'est simple, on est en 86,
Rambo 2 et Rocky 4 sont sortis l'année précédente et ont été des énormes succès. Et là, Stallone, il est au sommet du monde du cinéma. Et il est aussi dans la période qu'on appelle la période Brigitte Nielsen, par rapport à son deuxième mariage avec l'actrice suédoise Brigitte Nielsen. Qui on a vu dans Rocky 4, dans Red Sonja. Ouais, Red Sonja, ouais. Son premier rôle. Et alors Cobra, de quoi ça parle? Eh bien, on suit Marion Cobretti dit Cobra, qui est un flic de la brigade des zombies, donc qui sont spécialisés dans les détraqués, qui cherche un tueur en série qui s'appelle l'Éventreur de la nuit ou The Night Slasher en VO, qui est en fait un mec, mais qui en vrai est tout un groupe de tueurs en fait, toute une secte en gros. Le film est officiellement encore réalisé par George Pankosmatos, qui a réalisé Rambo 2, déjà avec Stallone. Et le scénario est de Stallone lui-même. C'est vrai que c'est un film, comme tu l'as dit, c'est un film culte, et c'est clairement pas le meilleur de Stallone. Parce que là, on est clairement à la période où Stallone a carrément perdu pied, où là, ses chevilles sont... c'est même plus enflé à ce niveau-là, hein, je sais pas ce que... Et là, il fait de la rétention d'eau tellement c'est gonflé, là. Et là, le scénario est assez simple, et on perd carrément le côté humaniste que Stallone avait à ses débuts. C'est clairement une tentative de Stallone de faire une troisième franchise après Rocky et Rambo, et de faire son inspecteur Harry à lui, quoi, en fait. C'est clairement sa tentative à lui, ça se voit direct dès l'intro. 25 seconds. This is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world. Every 24 minutes. And it could blow your head clean off. In 250 rapes a day. Là, pour le coup, je trouve que là, on sent l'influence de Clint Eastwood chez Stallone. D'accord. Influence ou plagiat? Influence. Okay. Non. Même s'il y a aussi deux acteurs qui ont joué dans le premier Inspecteur Harry, oui, notamment Renny Santoni qui fait Tony Gonzalez, le coéquipier de Cobra, et Andrew Robinson qui jouait le méchant, donc Scorpio dans l'Inspecteur Harry, qui joue là Monty, un flic qui n'aime pas du tout les méthodes de Cobra, et typiquement qui est présenté comme le casse-couille de service, quoi, en fait, hein, Pardon, désolé, j'ai dit un gros mot. Et pour la petite anecdote, je pense que toi, Jonathan, tu le sais, Cobra reprend aussi les idées que Stallone avait eues pour sa version à lui du flic de Beverly Hills. Oui. Puisque en 83, quand ils préparaient le flic de Beverly Hills, la Paramount voulait Stallone pour le rôle. Et Stallone, lui, à l'époque, il n'essayait pas encore de percer dans la comédie. Et on verra bien que par la suite que c'était pas une bonne idée d'ailleurs. Et il avait du coup réécrit le scénario du flic de Beverly Hills pour en faire vraiment un truc très sombre, un film vraiment d'action vraiment très sombre, très sérieux. Ce qui n'a pas plu à la Paramount parce que ça allait leur coûter trop cher, donc du coup ils ont dit à Stallone on va pas le faire avec toi du coup. Et on va partir sur le côté comédie, et on va prendre Eddie Murphy. Qui est une bonne chose. Oui, totalement. Oui, clairement. Ça donnait ce qu'on sait et c'était sympa. Oui. Clairement, c'est la tentative de Stallone de faire du polar brut, mélangé avec l'esthétique des années 80 et les punchlines pas drôles qui vont avec. D'accord. Donc il y a un petit changement de ton à un moment donné on a l'intro qui est hyper sérieuse, qui te met vraiment une ambiance très très poisseuse, et encore on y revient. Oui. Et très dark, très sombre, très brut. Pour dire à quel point d'ailleurs Stallone, comme tu disais, à ses débuts, s'intéressait vraiment au côté psychologique des personnages. Alors là c'est le néant là pour le coup. Parce que, pour la petite anecdote, Brian Thompson qui fait le Night Slasher, le méchant, qui est d'ailleurs hyper charismatique dans le film d'ailleurs. Oui, il est terrifiant. Avec son couteau qui est super classe. Ouais. Il avait demandé à Stallone un peu de backstory sur son méchant, sur le personnage du méchant, et Stallone lui a dit, basiquement, c'est un nazi, quoi, en fait. C'est juste...
Du coup, Brian Thompson ne savait pas trop comment l'interpréter au début. Heureusement. Bah, demande à ton j'ai envie grand-père. Oh Oui, parce que là, il n'y a pas... C'est toutes les 2 minutes, il est en train de faire. Non, je le fais pas. Non, je le fais pas. C'est genre, dès qu'il m'a dit que c'était un nazi, ça m'a rappelé mon enfance. Quoi qu'est-ce qui se passe? Voilà, il lui a dit que c'est un nazi, c'est un malade, c'est un connard, quoi, en gros, le méchant. J'ai Voilà, tout de du suite coup, su quoi faire. C'était particulier aussi, Cobra, parce qu'il y a des tonnes d'idées intéressantes. Tu sens qu'ils s'ils pouvaient creuser par-ci par-là, il y aurait quelque chose, mais ils le font jamais. Et encore une fois, on revient sur un peu un truc qui revient là depuis tout à l'heure. Il y a énormément de scènes qui ont été coupées. Parce que le film qui sera pas coupé. Parce que le film a été jugé beaucoup trop violent par la Warner. Et du coup, ils ont déjà le premier montage faisait 2h20. Et le montage final fait 1h28, hein, c'est pour vous dire. Bah, en même temps, maintenant, la Warner, ils coupent plus les films, ils coupent les films en soi, ils les mettent plus. Ils ont arrêté de couper dans les films. Et du coup, bah, il y a énormément de scènes qui ont été coupées pour la violence. Il y a même un changement que je trouve qui est personnellement dommage. C'est pas une scène coupée, mais c'est un truc qui a été changé par rapport au scénario. C'est que la scène de fin, la scène entre les méchants et Stallone, devait à la base être faite de nuit. Et finalement, elle est faite de jour. Et je trouve ça dommage parce qu'on perd un peu le côté menaçant avec ça. Oui. Puis en termes de réalisation aussi, c'est pas non plus fou là, les scènes d'action sont. Enfin, la scène de la course-poursuite, franchement, je sais pas ce que. Enfin, si vous connaissez, je sais pas ce que vous l'avez vu, vous connaissez. Moi, pas du tout. Il y a un moment. La scène de course-poursuite, elle est pas moi, alors, Elle est au-delà de très très molle en fait. Ouais, bah moi, au-delà de ma vanne, le seul Cobra que je connais, c'est de l'animation japonaise, quoi. Donc, Oui. Qui n'est pas le même d'ailleurs. oui, qui est assez bas, ouais, ou alors il a repoussé son bras très vite, le Cobra, là. Je reviens sur ce que tu disais, et le fait que Stallone voulait faire son inspecteur Harry, parce que c'est ça en fait, c'est vraiment... De toute façon, Schwarzy, on revient à Schwarzenegger vite fait, mais Schwarzenegger et Stallone ont un point commun, c'est qu'ils avaient un héros d'action et c'était Clint Eastwood. Les deux, c'était le même. Clint Eastwood Schwarzenegger vénère Clint Eastwood. Il a repris des trucs, le cigare... même si Schwarzenegger est beaucoup plus gros. Même si en vrai, Clint Eastwood ne fume pas en vrai. En plus, ouais, Clint Eastwood ne fume pas. Et Stallone, ouais, pour le coup, voulait faire son inspecteur Harry. Mais vraiment, quoi, il voulait y aller à fond. Je trouve que l'idée était intéressante. Bah ouais, sur le papier, c'est Sur hyper le papier, intéressant. c'est super intéressant, ouais. En plus, quand on connaît Stallone et sa capacité à écrire des personnages beaucoup plus approfondis, des personnages attachants, ou des questions un peu plus poussées, mais l'exécution, en fait, bah oui, en fait, je trouve que Cobra fait partie des films qu'il aurait dû le faire avant ou après. En fait, avant, quand il a commencé ce film dans le même trip, à peu près dans les années 78-80, je pense qu'il aurait été intéressant qu'il le fasse à ce moment-là, pour voir ce qu'il en aurait fait. Et en fait, je pense qu'il aurait été beaucoup plus profond. Ou le faire après. C'est-à-dire quand la chute est arrivée, la première chute est arrivée. Je pense que ça aurait été très intéressant. Mais là, il l'a fait. En plus, il ne faut pas oublier que c'est la Canon qui est derrière. Alors, apparemment, pas vraiment. Ils ont mis leur nom, mais apparemment, ils n'ont pas été impliqués. C'était plus la Warner après. C'est plus la Warner, ouais. Donc, c'est surtout Over the Top, en fait, que la Canon est là. Oui. C'est justement parce qu'ils avaient un contrat avec pour 2 films avec Stallone, et du coup, ils ont mis leur nom sur Cobra pour libérer plus facilement de cette obligation. Ouais. Mais je trouve que moi, j'ai du mal avec Cobra. Pour tout ce que tu viens de dire en fait. En plus, ce qui est dommage, c'est parce que, comme tu disais, s'il l'avait fait dans les années 70-80, ça aurait été aussi intéressant, parce qu'il y avait aussi la mode du slasher à cette époque-là. Oui. Et il y a clairement des séquences dans Cobra qui sont clairement des séquences de slasher. Ah oui, il y a une séquence dans l'hôpital qui est terrifiante. Ouais, allez, en termes de mise en scène, pour le coup, on sent qu'il y a une mise en le mec il s'est réveillé. Les séquences, on va dire, de meurtre sont plutôt bien foutues. À arme blanche, je précise. Quand on suit le tueur, etc., c'est super bien fait. Et je trouve que l'acteur qui incarne justement le tueur est terrifiant. Mais pourtant, il ne fait pas grand-chose. C'est sa gueule qui est très prononcée. On le retrouve aussi dans un homme de main très timide.
Et c'est dommage, dans Full Contact avec Van Damme, Oui. il est dedans. Ouais, mais il est très... Oui, il est inexistant. Il fait juste il fait un connard, quoi. Il fait juste bonjour, ouais, t'es con, voilà, c'est tout. Et le truc, c'est que je trouve que Cobra, en fait, tu sais, c'est la bonne idée, mais l'exécution, non. Tu vois, c'est la bonne idée du truc, c'est tu te dis, ouais, pourquoi pas. Et en fait, c'est un autre projet aussi qui devait se faire, que Stallone voulait faire, et ça s'est jamais fait. Et dans un sens, je me dis heureusement. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre qui me le fera. Mais il voulait faire un remake d'un Justicier dans la ville. Stallone. Dead Wish. Un justicier dans la ville. Oui, un Justicier dans la ville. Stallone voulait le faire. Il voulait refaire un remake. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'il était Il voulait refaire un remake, il était impliqué. Le remake se fera avec Bruce Willis. Que... Je ne l'ai pas vu perso. J'ai beau bien aimer Bruce Willis, Non, je sais qu'il a non, fait quand même... Non, alors c'est pas pire, hein. Enfin, c'est regardable, attention. Hein. Bah, c'est pas terrible non plus, quoi. C'est pas terrible non plus, il aurait pu être mieux. En fait, c'est ce genre d'idée que Stallone a, qui sur le papier et quand il t'en parle, c'est super, mais c'est soit ça ne se fait pas et on se dit heureusement, ou soit ça se fait et tu te dis ça coince. Surtout qu'il y a des trucs très intéressants, notamment par rapport à la secte, là, le culte. Oui. Où par exemple, faut vraiment avoir l'œil, c'est que on voit des silhouettes, mais on voit des personnes qui sont des tenues de chantier, qui sont des costards. Et je trouve ça intéressant parce que ça peut montrer que n'importe qui peut être un psychopathe quand en fait. Oui, mais ça on voit ça, mais ça ne s'approfondit pas. Oui, c'est ça, il n'y a rien qui est approfondi, c'est dommage. Ça aurait été super intéressant justement que Cobra, le personnage, en fait, se rende compte que il est en danger perpétuel. Ça aurait été encore plus intéressant, ou le personnage de la personne qu'il doit protéger est en menace constante, en fait, elle est toujours sur le qui-vive. Que là, Brigitte Nielsen, elle a peur, oui, 2 secondes, mais après... D'ailleurs, pour moi, je trouve que d'ailleurs Brigitte Nielsen, quand elle joue la peur, elle est pas super bonne actrice en VO. Par contre, en VF, pour moi, c'est rehaussé. Oui, voilà, ouais. Bah oui, il y a des acteurs comme ça où tu me dis, quand tu vois le film en VO, tu me dis... Et après en VF, il dit ah c'est mieux parce que l'acteur qui le double est un vrai acteur. Voilà pourquoi. Cobra, il y en a beaucoup qui l'aiment et je peux. Perso, je l'aime bien. Ouais. Il y en a beaucoup qui le vénèrent. Hein. Je fais un coucou à Gilles Morgan. Je sais qu'il aime beaucoup Cobra. Des temples en Inde aussi qui vénèrent des cobras. Oui, aussi. Toi, t'as perdu. Écoute, moi j'écoute. Voilà. Mais Stallone aime les cobras parce il prend des cobras dans Rambo 4 au début. Ouais. Mais je trouve que Cobra, en fait, c'est très clairement, enfin pour moi, hein, c'est juste mon avis, mais c'est très clairement l'un des... C'est pas le pire film de Stallone, parce qu'il y a pire. Il y a pire que Cobra. Définitivement, oui. Définitivement. Mais c'est le moins bon. Très clairement. Enfin, si un jour on me demande, je sais pas, j'ai envie de voir un Stallone hors Rocky, hors Rambo, je lui donne pas Cobra. Hein. En fait, si on prend par exemple Stallone en tant que scénariste, en dehors de Rocky et Rambo, c'est clairement le plus décevant parce qu'il n'y a pas sa manière de s'intéresser à la psychologie des personnages, voilà, tout ça. C'est même pas approfondi. En fait, c'est des stéréotypes qu'il met en scène, c'est tout. T'as le flic casse-cou qui tire et machin, t'as le flic, t'as son supérieur qui est contre ses méthodes et machin, t'as les grands méchants. Surtout qu'il n'y a même pas de remise en question même du personnage par rapport à ses méthodes. Oui, voilà. Il n'y a en pas fait, d'évolution. Il ne change pas. Tu le retrouves au début du film, donc la scène d'introduction, tu le vois, il dézingue. Mais à la fin, il dézingue aussi. Mais ça ne change rien. Oui, c'est le principe du héros stoïque qui va pas... qui est juste... voici la justice. On vous demande pas croire que c'est un gentil ou un méchant, juste c'est la justice, il va dézinguer les méchants, point. En fait, le seul truc, c'est qu'il met vraiment de l'humour. Il fait en sorte que son personnage ait un peu d'humour pour essayer de l'humaniser un minimum. Quoi. Ouais, mais ça marche pas. Voilà, c'est ça. Enfin, surtout des punchlines ridicules, quoi. Enfin,
Mais tu sais, après, ça va pas dans le ton du film en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le truc que parodie. Bon, c'est pas Stallone, c'est Schwarzenegger, mais c'est le truc que parodie Last Action Hero, quoi. C'est que le gars arrive, il est imbattable, il va faire 3 vannes, il va gagner en étant violent. En fait, Cobra, de base, en fait, ça doit et ça devait être, mais ça ne l'est pas, un polar sombre, un polar violent, un polar... Il y a des moments où tu es mal à l'aise. Il y a des scènes, comme on l'a dit, la scène de l'hôpital, ça marche en fait. Oui, voilà. Même la scène d'introduction là, avec la scène du supermarché, ça marche. Oui, voilà, mais il y a des choses qui sont là et tu me dis, bah non, en fait, ça marche oui, pas. mais ouais, c'est comme si tu mettais des vannes à la Marvel dans Zodiac, quoi. Tu fais au bout d'un moment... Oui, voilà. C'est exactement ça. Au bout d'un moment, les mecs, faudrait peut-être choisir votre ton, quoi. Bah voilà, en gros, t'as trouvé exactement Cobra, c'est Zodiac de Fincher, mélangé à l'humour de Marvel. Voilà. Il a mal, faut intervenir, ça va aller. Voilà, c'est ça Zodiac. Mon Dieu, il crache du sang. Non mais t'as bien résumé, t'as bien résumé Cobra. Mais le truc c'est que, en fait, ce qui me fait chier avec ce film-là, c'est que c'est l'envie de Stallone bah, on revient à ça, mais parce que je suis parti de ceux qui aiment beaucoup la saga d'Anti-Harry. Parce que, bien sûr, il y a la façade en disant oui, c'est des films réactionnaires ou tout ce que tu veux bien, ce qui est faux. Surtout les 2 premiers qui sont pas... Non, pas du tout. Et surtout, c'est que la saga d'Anti-Harry, il y a quand même dans chaque film, il y a toujours une évolution du personnage. Bah justement, le deuxième Magnum Force, c'est carrément une réponse au premier, quoi, en fait. Oui, voilà. Il y a toujours, le personnage d'Harry, il évolue. Il ne change pas dans sa manière de faire, dans sa manière mais il y a une évolution, il y a une remise en question. Oui. Voilà. Et surtout dans Magnum Force. Où là, c'est carrément... voilà, c'est carrément ça. C'est la réponse au premier film. Oui, voilà. Et c'est super intéressant. Que là, Cobra, bah non. Donc Cobra, je crois qu'il n'est pas encore sorti en Blu-ray. Il est en Blu-ray. Parce que il est en Blu-ray. Ça y est, il est sorti en Blu-ray. Il est en coffret, dans les coffrets de 7 films de Stallone, quoi, en fait. Ouais, ok. Ouais, mais il n'est pas encore édité en Blu-ray. Il n'est pas encore édité en Blu-ray seul. Simple, non, il y est. Pas encore. Je pense que s'il sort un jour en Blu-ray, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire je vais l'acheter. Bon, il y a quand même des choses positives quand même du film. Ah, oui. Il y a une ambiance, il y a quelque chose il y a une envie de faire. Il y a quelques scènes qui sont quand même très efficaces. Ouais, voilà. Et la BO est cool. Oui. La BO est cool. Voilà. Conclusion, si vous le trouvez dans un coffret, ça veut dire qu'il y aura ça et des films bien avec. Bah non, et puis il y a... puis vous pouvez le trouver aussi en DVD, en DVD simple. Ouais, voilà. Il est assez accessible. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Attention, dans un cache express. Ouais, voilà. Mais je suis sûr. Oui. Et voilà, du coup, Stallone l'avoue aujourd'hui que il a totalement loupé le coche avec Cobra. Bah au moins il a essayé. On peut pas lui reprocher ça. On peut pas lui reprocher. Il se rend compte qu'il a pas fait comme il aurait dû le faire. Comme ça aurait. Enfin, puis là encore une fois, je suis, comme on l'a dit, je suis curieux de voir ce que les scènes coupées auraient donné, même si apparemment ça va pas être possible pour une director's cut parce que beaucoup des scènes ont été perdues. Cobra, je l'aime beaucoup parce que c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que il y a clairement pas le côté humaniste, mais en même temps, comme il présente les méchants vraiment très 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 méchants, genre très cruels, qui tuent n'importe qui, du coup quand tu vois Cobra tuer les méchants, t'es en mode ouais, ok, ouais. Même si bon, après quand tu réfléchis, tu te dis ouais, mais en fait on pourrait dire, en t'écoutant, on pourrait dire que Cobra c'est le commando de Stallone. Parce que commando de Schwarzenegger, c'est ça aussi. C'est un peu. Tu vois, en plus il les désigne très facilement les méchants, donc oui. Donc c'est un petit peu ça. Et là on revient dans la rivalité réganienne, Et justement, c'est super que tu parles de Reagan. C'est aussi là la différence entre en une année, d'ailleurs c'est assez énorme. La différence, c'est que il y avait une critique de la politique de Reagan très furtive dans Rambo 2, avec le portrait de Ronald Reagan dans le bureau de Murdoch, le bureaucrate antagoniste du deuxième Rambo. Là, on retrouve un portrait de Reagan, mais dans le bureau du collègue de Stallone. Du coup, en termes de contradiction, là, c'est...
En fait, on a l'impression qu'il est conscient de l'image qu'il donne. Ouais, et puis Et donc, il apprend. C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. Stallone est un flic nommé Cobra. La force au service de la loi. Demolition Man, les années 90, un actionneur qui est pas du tout con en fait, parce que dans le sens où les actionnaires de ces années-là en général on les prend comme des gros trucs généreux comme L'Arme Fatale par exemple, comme également Le Flic de Beverly Hills dont on a parlé tout à l'heure, mais Demolition Man a un fond, c'est ça qui est intéressant. Mais avant de vous raconter quel est le fond, je vais vous raconter quelle est la forme, quel est le scénario. On se trouve avec un policier, Spartan. John Spartan, qui est connu un peu comme une tête brûlée, un maniaque, il s'est défini lui-même comme un maniaque d'ailleurs dans le film, qui va dans le Los Angeles de 96 en proie des guerres de gang, à la poursuite de Simon Phoenix, un terroriste qui a pris en otage des gens d'un bus, qui dit lui-même que le bus n'est pas passé au bon endroit. C'est ce qu'il dit dans le film, hein, littéralement. Il dit les flics évitent cet endroit, les postiers évitent cet endroit, mais pourquoi un bus l'évite pas? Bah voilà, c'est leur faute. C'était de RATP. Ah, les pauvres à être dans la merde, il faut chier. Là, on est à Rouen, donc c'est à TCR du coup. Ça peut-être TCR. Voilà. Et c'est un tram, putain, pardon. Non, c'est un métro. Non, c'est un tram. Et donc, notre personnage, donc John Spartan, va prendre d'assaut lui-même, vraiment, la cachette des méchants pour se trouver confronté face au fameux Simon Phoenix. Du coup, il a été condamné à être cryogénisé. Parce que c'était la mode à l'époque, de se faire cryogéniser. Et, Eugénisé. Et quoi? Repense au mot. Ainsi que Simon Phoenix, qui s'est fait glacer, et endormi durant plusieurs années, sauf qu'un jour, Simon Phoenix se fait sortir de son sommeil pour un petit check-up et il parvient à s'échapper. Donc vous découvrirez dans le film pourquoi il parvient à s'échapper. Et du coup, qui on appelle? On appelle Spartan pour pouvoir le rattraper. Alors vous allez me dire, pourtant, on est dans le futur, on est genre en 2032, donc ça fait quand même un petit peu plus tard. Mais il faut savoir qu'en 2032, on est un peu dans le meilleur des mondes. Et c'est pas pour rien que je fais cette référence, parce qu'une partie de l'influence du film est le roman de Adolf Huxley, donc Le meilleur des mondes, et plus personne n'est capable de se battre. Et donc tout le monde est soumis à l'autorité, et c'est plusieurs fois mis en avant dans le film. Si on dit juste à quelqu'un stop, la personne stop, sauf quand on est un terroriste. Donc arrête-toi! Non! Ensuite, il a dit non! Et du coup, Spartan doit, lui, se réapproprier un petit peu ce monde qu'il ne connaît pas. Donc on a un clash des cultures. Et tout le film se poursuit justement à travers les yeux de John Spartan qui se réapproprie ce monde, et en même temps de Simon Phoenix qui, lui, de son côté, recommence ses affres à tuer des gens. Et aussi à s'associer avec des gens qui sont devenus les parias de la société, en fait. Comme à son époque où il s'est associé à des gens qui étaient des parias de la société. Donc voilà pour le résumé du film. Pourquoi j'ai bien aimé ce film? Parce que il est un peu... Est-ce qu'on peut dire une lettre d'amour? Je ne sais pas, parce qu'il y a eu encore quelques actionneurs après. Mais pour moi, il résume ce qu'il y a de bien dans cette époque-là, dans les films d'action, un truc un peu généreux, et des décors. Les décors de ce film. En fait, c'est pour ça que maintenant, je vais avoir l'air d'un vieux con en disant ça, mais que du coup les décors numériques pour moi manquent un peu de vie, c'est que les décors dedans ils respirent. Et littéralement, tu vois, les trucs, les aérations en fait qui envoient de l'air, tous les fumées qui se soulèvent, les murs qui sointent et tout ça. Et dans la partie où ils sont dans le futur, la partie visible, donc pas la partie avec les parias, mais la partie visible là où vivent les gens, est beaucoup trop propre. Mais c'est fait exprès en même temps. Et c'est pour ça que déjà en partie j'adore ce film, c'est parce que les décors sont excellents. Mais il n'y a pas que ça non plus, en fait, il y a tout le propos à propos du politiquement correct. À une époque actuellement en plus où on parle beaucoup de ça, on parle du politiquement correct, on voit YouTube, Facebook censurer des mots simplement, ou des vidéastes se retrouvent obligés à censurer des mots pour pouvoir avoir la diffusion. Je trouvais ça marrant en fait de revoir ce film à cette occasion, parce que dès que quelqu'un dit une vulgarité dans ce film,
bah, il se prend une amende. Pourquoi pas une laisse dans le cul, c'était plus simple? Espèce de sale mangeur de fientes. Et du coup, tout ça, en fait, je trouve que le film est assez intéressant, même si on va avouer que ça va pas non plus très loin dans la réflexion sur le clash des cultures, et notamment ce conservatisme qui était rampant à l'époque, parce que on sort déjà de quelques années avant de Reagan, mais également de George Bush Senior, aussi à cette époque, donc on est encore sur un conservatisme qui est assez puritain. Sur le casting du film, parce que j'en ai pas parlé, on a du coup Stallone, qui est dans le rôle principal de John Spartan, et en face, on a Wesley Snipes. Donc qui est... Qui pue la classe, ce mec. Ah oui, pardon. Alors, il cabotine à mort et en fait, c'est tellement le rôle. Mais oui. Alors, malgré sa teinture blonde, parce qu'il l'a détesté, lui, je trouve que ça lui donne un style, mais il a détesté cette teinture. Et il s'est immédiatement rasé la tête après le film. Il a bien fait. Et une teinture blonde et aussi des yeux de différentes couleurs aussi. Oui, c'était ça faisait partie de son personnage. C'était plutôt classe. On le voit des fois sur les gros plans. Je pense qu'ils étaient contents d'avoir eu cette idée de dire on va lui mettre des yeux de différentes couleurs. Pourquoi pas. Et il avait et puis effectivement il cabotine parce que par exemple il y a certaines scènes qui passent à parler en espagnol. Il disait que c'était juste un trip qu'il avait eu sur le tournage et que les gens trouvaient ça marrant et qu'il dit bah on va garder ça pour le personnage. C'est Wesley Snipes. Ouais, non, mais enfin, moi j'adore Wesley Snipes. Pardon, mais sa manière d'être méchant, c'est ouh, je tue des gens. Ouais, c'est le Joker en fait. Ouais. C'est ça, mais ça marche bien. Mais ça, dans le film, ça marche. Mais ça fonctionne bien parce que du coup, effectivement, par rapport à Spartan qui est très spartiate, en fait, personne ne fait penser à Judge Dredd sans le casque en fait. Du coup. Oui. Parce que du coup, il y a vraiment ce côté-là de, encore une fois, un peu parodique de héros d'action. J'avais hésité d'ailleurs dans les deux films que j'avais proposés pour aujourd'hui, c'était soit Demolition Man, soit Judge Dredd. Et effectivement, on retrouve un peu cette parodie de héros d'action. Et d'ailleurs, dans le film également, toujours pour continuer dans les références des films d'action, Schwarzenegger est président. Oui. Et ça, du coup, j'ai beaucoup rigolé à ce moment-là. Ils disent qu'ils ont modifié la constitution américaine pour qu'ils le deviennent, parce que si vous ne le savez pas, quelqu'un qui n'est pas né américain ne peut pas devenir président aux États-Unis. Il y a aussi une scène, c'est la même scène en fait, et ils s'enflamment, ils écoutent de la musique, mais c'est des musiques de pub. Oui. Et en fait, ça m'a fait penser à un autre film français, celui-là, qui s'appelle Paradis pour tous. Donc c'est un film d'anticipation, en fait, très clairement. Et en fait, il y a une scène où, c'est avec Patrick Devers, il y a une scène où justement, ils sont en train de regarder la télé et ils connaissent par cœur les musiques de pub et les chansons de pub. Et ça m'a fait penser à ça, cette scène-là. Une forme un peu, justement, de cette dystopie, mais on ne pousse pas la réflexion, c'est-à-dire qu'on montre aux gens, on dit voilà, et voilà les conséquences. En fait, c'est qu'on a un mec dedans qui n'a pas vécu à cette époque, qui a vécu en 96 avec tout ce que ça implique justement l'époque, même si déjà 96 a un petit peu modifié, même si le film a été tourné peu après une guerre des gangs qu'il y a eu à Los Angeles, donc il y a eu cette influence-là aussi qui a fait qu'on se retrouve avec cette intro. D'ailleurs, intro qui a été un peu décidée à la dernière minute, parce qu'ils ont dit ça donne plus de sens en fait à ce qui se passe après. Parce que sinon, le film démarrait directement au moment où il se faisait déglacer. Et voilà. Du coup, sur ça, ouais, on est vraiment sur un monde qui a priori donnera envie, parce qu'on se dit les forces de police, elles n'ont pas besoin de se battre. Du coup, dans les principes, elles ne savent pas se battre. Les gens ne peuvent pas dire tout ce qu'ils veulent. Et puis, on se situe un peu dans un monde où on est fort pas de positivisme, mais un peu de bonheur obligé, parce que si t'es pas heureux, en fait... soyez heureux. Ouais, c'est un peu ça. Take you're happy. Et le contrepoint vient justement de Huxley, donc, qui est une agent de police et qui est très fan des années 90 en fait. Et beaucoup de gens lui font remarquer qu'est-ce que tu trouves de bien dans cette période, parce qu'à l'époque ils étaient tous violents et tout ça. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, là je trouve pas ça subtil du tout, mais elle a quand même une affiche de L'Arme Fatale dans son bureau. C'est fun, je trouve ça fun comme clavier, mais juste en gros, qu'est-ce que t'aimes dans les années 90 ? Les gros flingues. Elle aime les gros flingues. Elle aime les gros flingues. Est-ce que vous comprenez la métaphore ? La métaphore de Sandra Bullock qui aime les gros flingues, pardon. Et dernière chose avant que je laisse la parole à mes camarades, c'est que du coup Stallone là-dedans, qu'est-ce qu'il a fait en fait vraiment en plus de son rôle ?
De ce que j'ai trouvé, pas grand-chose, à part juste être là, parce que le scénario avait déjà été écrit à la fin des années 80, sauf que ça a mis un peu de temps déjà à faire son petit bonhomme de chemin pour être produit. Ça a été réécrit plusieurs fois, et en plus, c'était pas lui qui devait avoir le rôle à l'origine. Il y avait soit Steven Seagal, soit Jean-Claude Van Damme. Alors les deux devaient tourner en même temps, mais aucun des deux voulait faire le méchant. Jean-Claude Van Damme voulait pas faire méchant, Steven Seagal voulait pas faire méchant, du coup les deux ont été en plus, dégagés. les deux pouvaient pas se saquer, quoi. Donc, là, du coup, on est... J'aurais aimé voir Van Damme casser la gueule à Seagal, pardon. pareil. Et après, donc Stallone avait été appelé sur le rôle, et Stallone, à l'origine, voulait ramener Jackie Chan pour pouvoir faire le méchant. Sauf que Jackie Chan a refusé en disant « j'ai pas envie de me faire cataloguer comme un méchant ». Et donc du coup... Je ne joue jamais le méchant. Et donc du coup, il est pas venu, et puis finalement, ils ont fait appel à Wesley Snipes. Mais il y a une petite référence à Jackie Chan tout de même dans le film. Puis en plus, il y a une photo qui est assez connue où on voit Jackie Chan sur le tournage avec Stallone. Oui, parce qu'ils sont potes tous les deux en fait. Donc c'est pour ça que du coup, au début, Stallone voulait avoir Jackie Chan. Je mettrais un peu de réserve quand même. À cette époque-là. Du coup, ça fait 30 ans qu'on attend que les deux soient ensemble. Potes, je dirais pas. En fait, ils ont tous deux égos très surdimensionnés par moment. Ouais. Et je pense que c'est potes, mais potes de boulot. Voilà. Moi, j'ai une question à te poser avant qu'on dise tous un peu notre avis. À votre avis, comment on utilise les 3 coquillages? Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Moi, c'est la meilleure comédie de Stallone. Je suis d'accord. Très clairement, c'est sa meilleure comédie. Le scénario est très bien trouvé, les idées sont très bien trouvées. Stallone est à l'aise dedans, et ça se voit. Oui. Et, en fait, Stallone est à l'aise à partir du moment qu'il est déconnecté de l'environnement où il est. Que son personnage est déconnecté de l'environnement où il est, où il est à part. Pour moi, je trouve que c'est sa meilleure comédie. D'ailleurs, on en avait parlé en off. En fait, Stallone, il est pas bon quand il s'agit de faire de la comédie pure. Par contre, dans l'autodérision, il est juste génial. En fait, il est bon quand c'est lui qui subit la situation en termes de comédie, plutôt que c'est lui qui fait la blague. Ça marche pas. Contrairement à Schwarzy qui s'en sort mieux. Mais pour moi, Demolition Man, c'est sa meilleure comédie. C'est un film, c'est un excellent divertissement. C'est un film avec le recul, évidemment, parce qu'avec ce qu'on vit aussi dans notre société aussi, ça prend un peu plus de saveur un peu particulière. Ça fait même pas ce qu'il y a peur des fois. Par moments, oui, parce qu'on se dit, on va pas arriver là quand même, non. C'est un film de fiction. Non, oui. Il n'y aura pas de guerre entre Pizza Hut et Taco Bell. ce sera entre McDonald's et Five Guys. Voilà. Mais on a avec ce qu'on rencontre dans la société, ce côté... je déteste cette phrase-là, parce que selon moi elle est inutile, mais le côté on ne peut plus rien dire, qui selon moi, si on peut tout dire, mais il faut le dire différemment. C'est pas la même chose. Mais ce côté censure, de censure qui commence qui est déjà bien installé et qui, pour l'instant ça s'est calmé un petit peu, mais il y a ce film-là en fait revient de plus en plus à la charge. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté il y a des trucs, on n'en est pas loin, on s'en approche un peu. Les 3 coquillages? Non, pas ça. Mais c'était remplacé par les bidets japonais. Oui, maintenant c'est les bocus. Attends, comment je fais pour me servir de c'est vitesse 1, 2 ou 3. Mais voilà, c'est pour moi l'un des meilleurs films de Stallone des années 90. Pour moi, le meilleur film des années 90 de Stallone, c'est Copland. Copland, qui est un autre film qu'on vous conseille parce que je pense que vous le connaissez. Tu connais le réalisateur, Richard, je sais que tu l'aimes beaucoup. Oui. Je fais une petite aparté sur Copland parce que je voulais le citer, mais voilà, Copland, c'est pour ma part l'un des meilleurs rôles dramatiques de Stallone, très clairement, et il arrive à surpasser Robert De Niro qui joue dedans quand même. De Niro est transparent à côté de Stallone et il fallait le faire. Citer Wesley Snipes, et j'adore Wesley Snipes dedans. Certes, il cabotine, mais il le fait tellement bien. Et puis ça va tellement avec le personnage. Oui, c'est ça, c'est que ça sert le truc en fait. Ça sert l'opposition avec Stallone de base. Donc, et après, en plus, ça sert l'opposition du gars avec le monde, comment il est devenu aseptisé et froid.
et faussement sympathique. Playmobil en avant les histoires, les mecs. Ouais, voilà, c'est ça. Et lui, t'as le gars à côté, genre, allez, c'est bon, j'y vais, ouh, donne-moi une arme. Oui. Ouais, enfin, Donne-moi un fusil. tu parles de ça, mais quand même, il visite quand même. Tu sais, ça remonte quand même assez non-violent et tout ça, mais il y a quand même le musée des armes. Oui, pour montrer comment c'était à l'époque. Oui, voilà. Tu vois, et le personnage de Wesley Snipes, quand même, va se servir là-bas. Hein. Moi, ce passage me fait mourir de rire. Ouais, tu vois, c'est combien ça, tu pèses? Oui. Mais et en plus, je trouve qu'on parle pas assez de Wesley Snipes, parce que je trouve quand même que ça a été un comédien intéressant, je trouvais, dans les années 90. Il a fait un film que je vous conseille, je sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle, en titre français, c'est Extravagance. C'est avec Patrick Swayze. Ah ouais, et il joue, pas vu, mais je connais. il incarne une drag queen. Wesley Snipes est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. C'est pas le Wesley Snipes qui a raté, machin, non. C'est un Wesley Snipes dramatique, mais il est excellent. Il est vraiment bien. Et ça fait plaisir de voir Wesley Snipes dans des films comme ça. Et voilà, c'était un acteur qu'on a un peu mis de côté. C'est quand même Blade, merde. Wesley Snipes, c'est Blade. Et il n'y a que lui. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais... Parce qu'ils n'arrivent toujours pas à faire le film. Voilà. Vous voyez Blade, il ne sait pas. Et dans le 3, il y a Triple H aussi. Oui, il y a Triple H. Mais bon, après après le 3, 3, le summum, c'est Blade 2. Ouais, Blade 2, il est bien. Demolition Man est un bon film. Ça reste effectivement, comment dire, un film de son époque, et il faut le voir comme ça, je trouve. Justement, en plus, comme je disais hors caméra, j'y pense parce que quand il a parlé de comment représenter le futur, tout ça, pourquoi je fais vraiment comme si c'était un micro quand il parle de la représentation du futur, je me suis mis à penser au costume et au fait que hier, littéralement, vendredi, j'ai vu Mars Express, qui est un film d'animation français qui, pareil, parle d'un futur, machin. Et en fait, une réflexion que j'ai eue avec mon frangin, avec qui je suis allé le voir, c'était justement sur les vêtements, sur la mode représentée, où en fait, tu sentais la mode du futur, mais tu sentais pas on va penser le futur comme on le pense maintenant. Non, c'est que les mecs, ils se sont dit, bon, on va juste faire des vêtements un peu futuristes, mais qui restent un peu la mode telle qu'elle est, c'est-à-dire tu sens le côté un peu cyclique du truc de... oui, bon, bah, c'est des vêtements modernes, c'est des vêtements de fonction qu'un flic porterait en civil, blablabla. Là, tu sens quand même le truc, faut penser le futur, comme ça, regardez le futur. J'ai putain, c'est drôle à voir, mais du coup, oui, faut le prendre sur le truc de la comédie, quoi. Parce que sinon vous allez être fou, mais du coup faut vraiment prendre ça comme une comédie. Ça connaît, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui vont me dire mais t'es fou. Mais voilà, c'est pas comme dans Retour vers le futur 2. Oui, voilà, mais pareil, parce que Retour vers le futur 2, là, en fait c'est le futur des années 80 de Retour vers le futur 2. Surtout qu'on parle dans Retour vers le futur 2 d'une année que nous on a vécu. C'était pas comme ça du tout. Les Nike ils sont amusés à sortir les pompes, mais parce que référence au film, hein, pas parce que c'était leur idée originale de je sais pas quoi. Il n'y avait pas de hoverboard. Il y a des trucs avec que 2 roues. Bon, voilà. C'est l'overboard qui n'a rien à voir en fait. Overboard qui over pas du tout, il y a des roues. Pardon. Cet homme s'énerve pour un rien, vous l'avez dit. Il y a des roues, putain. Non, alors, en fait, du coup, ce qui est très beau, c'est que du coup, en fait, cette représentation extrêmement parodique du futur sert le propos du film, qui est, alors on a la société qui a embrassé tous les trucs un peu capitalistes, auto-élitistes, conservateurs, capitalisme élitiste, pour que ça devienne un monde meilleur, parce que on va avoir de la bouffe qui est constituée que des nutriments dont on a besoin, et on va éliminer le fait de kiffer, le fait de ce qu'on mange. Il n'y a pas de caféine, il n'y a pas de chocolat. Voilà, il n'y a pas de caféine, il n'y a pas de chocolat. Le sexe, bah écoutez, on va juste s'arranger pour que vous ayez la sensation du truc, mais non, faut pas se toucher quand même, vous imaginez, c'est dégueulasse. La PlayStation VR n'a pas encore fait aussi bien, par contre. Oui, bah j'ai pas testé le porno VR, donc je sais pas, mais apparemment, si tu vois le film, tu dis, apparemment ça marche pas bien. Bon,
Ce qui est marrant, c'est de se dire que le premier truc que fait DC Spartan, j'avais envie de la placer depuis longtemps celle-là, que fait Spartan quand il va au sous-sol chez les parias, c'est la viande. Oui. Il fait oui, c'est un kiff de bouffer de la viande, j'en ai conscience. Même si moi j'essaie de ralentir, et puis bon, mes amis véganes, vous allez pleurer 2 secondes du sang, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Tout de suite, gros plan d'une viande. J'ai envie de revenir. Oh, vous pouvez pas savoir. C'est délicieux, ne rien goûter. Surtout évitez de lui demander d'où provient la viande. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Vous avez vu des bœufs dans le coin, Sergent? Qu'est-ce que c'est, sta carne? Esta carne es serrata. Jura? C'est un rat burger. Du coup, je trouve ça cool que, effectivement, par un truc peut-être un peu exagéré, on le voit rien qu'avec justement le décor, avec les costumes des gens, avec la manière que les gens ont de vivre quand ils sont parias. Encore une fois, on retombe dans la pauvreté, la crasse. Ouais. Genre, c'est quand même le thème commun à peu près tout ce qu'on a dit. Il y a du poisseux partout. Cette fois, il y a du Stallone à poil et je suis heureux. Ouais. Mais parce que je trouve mieux taillé que Schwarzenegger, donc voilà. Ouais, d'ailleurs, il y avait une réplique de la statuette de Stallone à poil de Demolition Man au Planet Hollywood à Disneyland, à Paris. Bon, Planet Hollywood n'existe plus là-bas, mais il y avait la reproduction de, tu voyais, en statuette, tu voyais Stallone à poil, comme ça. Voilà. Ah, les Planet Hollywood, c'est leur propre histoire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette idée de base? Comment est-ce qu'ils ont cru que ça allait marcher? Comment est-ce que ça a marché aussi longtemps? Bref, Demolition Man, du coup, si vous l'avez déjà vu, revoyez-le, c'est toujours un bon kiff. Si vous l'avez jamais vu, découvrez ça, en fait, et découvrez que, en fait, quand t'as conscience que, justement, ce genre de film d'action a un côté un peu rigolo, un peu nanar, mais que du coup t'en joues, du coup ça fait un bon film. Demolition Man, déjà ouais, comme on l'a dit, c'est un excellent film d'action, c'est drôle, ça fait réfléchir parce que franchement quand comme on l'a dit, je vais répéter un peu ce que tout le monde a dit, mais quand on voit un peu la société actuelle, la censure, même aussi la manière de se dire ouais mais attends, faut peut-être pas prendre ça, faut, tu vois, un peu les restrictions qu'on peut voir aussi de temps en temps, où c'est vraiment limite devenu de l'anticipation aujourd'hui, quoi, en fait. Ce qui n'était pas forcément ce qui était voulu à la base. Avec 10 ans d'avance, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, tu faisais référence aussi au Meilleur des mondes de Aldous Huxley. Justement, il y a une référence à Aldous Huxley avec le personnage de Lena Huxley. Et encore une fois, on va revenir aussi à une thématique c'est qu'il y a aussi quelques scènes qui ont été coupées, notamment une sous-intrigue avec la fille du personnage de Spartan, qui en fait devait se révéler être une des personnes qui vivent sous terre. Il y a quelques éléments qui sont encore, où tu vois par exemple, il y a une fusillade à un moment donné souterrain, et tu vois le personnage de Stallone protéger une femme qui en fait c'est supposé être sa fille en fait. D'accord. C'est dommage qu'ils n'ont pas... Ouais. Et il y a aussi un autre mort qui a été coupé. C'est le personnage de Zach Lamb, qui était le collègue de Stallone en 96, le pilote d'hélicoptère, qui en fait devait se faire tuer par Phoenix quand il sortait de sous terre en fait. D'accord. C'est quand on voit Spartan, Lena Huxley et puis Alfredo Garcia, le troisième, le collègue de Lena Huxley. En fait, on voyait le personnage de Zach Lamb attendre au niveau de la voiture. C'est pour ça d'ailleurs que Phoenix voit la voiture de Huxley qui est ouverte en fait, parce que normalement il devait y avoir Zach Lamb à ce moment-là et il devait se faire tuer. D'accord. La scène a été coupée. D'accord, ouais. Et tu disais aussi que Stallone, on savait pas tout ce qu'il avait fait, mais il a quand même participé au départ de l'actrice qui devait jouer Lena Huxley à la base. Ça, c'est le genre de truc qu'on pouvait oublier de Stallone, enfin qu'on ne doit pas oublier de Stallone, mais que simplement c'est pas le meilleur Stallone qu'on voit. Qui devait être joué à la base, non pas par Sandra Bullock, mais par Laurie Petty qui jouait Tyler dans Point Break. Ok, je vois. Qui a été viré au bout de 2 jours en fait, parce qu'elle ne s'entendait pas avec Stallone. De votre libération et votre réintégration au sein du SAPD avec pour mission immédiate la capture de Simon Phoenix. 2 ennemis mortels, venus d'un autre temps, vont s'affronter dans un futur
qui n'est pas assez vaste pour eux deux. Je rêve de te tuer depuis 40 ans. Alors rêve toujours. Cette panoplie de comportements barbares était inacceptable même à votre époque. Oui, mais ça marchait. Si tu veux vraiment m'arrêter, faudra que tu m'ouvres les tripes pour m'arracher le cœur. Ouais. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man. C'est la fin de cette émission spéciale Stallone. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation. De rien. Merci à toi d'avoir proposé aussi. Il n'y a pas de souci. C'est toujours pas un micro, je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais réfléchir à la prochaine thématique et puis si vous êtes intéressés, vous serez les bienvenus. On se retrouve la semaine prochaine parce que j'ai besoin de repos aussi pour la dernière partie et le dernier film surtout de la saga Frankenstein de la Hammer qui est plutôt intéressant. Et donc je vous dis à la prochaine. Aimez le cinéma. Ciao. Salut. Salut. J'y crois jusqu'au bout.